Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours et donc on a décidé ici sur Limite de vous reproposer notre dernière conversation avec l'ingénieur Jean-Marc Jancovici avec un son cette fois-ci amélioré. Oui, vous avez été très nombreux à nous le faire savoir en commentaire et donc il était normal de vous reproposer une nouvelle vidéo dans une version corrigée, mais aussi parce que nous avons dans cette discussion creusé plusieurs sujets liés forcément aux thématiques de l'énergie, du nucléaire, aux risques liés aux limites planétaires, à la baisse de l'approvisionnement en énergie et en ressources, à la question du sens de nos sociétés et aussi forcément au sujet des dernières élections qui ont vu l'extrême droite l'emporter et faire une percée historique dans toute l'Europe. Et comme à notre habitude sur cette chaîne, nous essayons de comprendre la situation globale et individuelle en allant chercher dans les causes profondes qui ne sont absolument jamais abordées dans les médias traditionnels, dans le débat public ou même encore politique. Et ce combat est difficile à faire. On remercie tous les chercheurs qui nous font confiance, mais aussi merci à vous et merci à ceux qui permettent à Limite d'exister et de nous aider et d'aider surtout les autres personnes à tenter d'y voir un peu plus clair dans un monde qui se polarise de plus en plus. Bref, trêve de bavardage, Janco sur Limite, c'est tout de suite. J'avais écrit un article dans Les Échos que j'avais intitulé « Marine Le Pen, enfant du carbone », où j'avais expliqué que de ne pas s'occuper du problème des combustibles fossiles ferait ajouter le populisme. Pour les raisons que je viens de t'évoquer. Malheureusement, pour le moment, ça marche assez bien. Il est évident qu'une des craintes que j'ai, et donc une des causes, une des motivations profondes de ce que je peux faire dans le cadre de mon métier, donc là, je vais commencer par la crainte, c'est la dégradation des climats sociaux, liée à l'incompréhension de la cause profonde de ce qui est en train de nous arriver. Et je pense que c'est la porte ouverte à des malentendus qui peuvent nous emmener très loin dans la dégradation d'un monde raisonnablement calme et sympathique que celui dans lequel on vit. Parce que la volatilité des systèmes humains, quand il y a des grandes incompréhensions et des grands... elle peut être forte. Mais à titre personnel, c'est quand même un truc qui me tarabuste. Jean-Marc est juste ici derrière, bienvenue sur Limite, on est à Louvain-la-Neuve, il est ici. On va taper la causette tranquille, Oh, c'est bon. vous likez, commentez, en droit intimiste, c'est un petit peu les habitudes. Ah, oui. J'espère que vous allez bien de votre côté, vous êtes prêts, c'est parti. Installe-toi. Bon. Bon, t'as vu, on a réaménagé l'endroit pour toi. Ouais. T'es gêné, Mais je sens que t'es gêné. c'est pas que je suis gêné, c'est que je t'avais dit, si tu veux, on bouffe ensemble. J'avais pas dit, on fait un enregistrement. À ce temps-là, moi, j'ai arrêté de travailler, moi, normalement. Mais c'est pas du travail, ça. Ça, imagine que ça n'existe pas, que ce n'est pas là. Tu peux pas. C'est vrai, t'arrives pas, toi, à faire comme si tu... Mais non, tu peux pas. T'as une caméra juste en face de moi. Comment veux-tu que je fasse semblant? Ah, t'arrives pas à l'oublier, à faire comme s'il Mais n'était non. plus présente. Non. Pour toi, elle influence toujours? Bah, évidemment. Donc là, pour toi, si maintenant je te parle, pour toi, tu penses que la caméra m'influence? Oui, bien sûr. À toi, non, j'en sais rien. Mais moi, je suis en train d'être enregistré, donc je le sais. Et donc forcément, tu peux pas tout dire. C'est pas que je peux pas tout dire, c'est qu'on est dans le cadre d'un enregistrement. Est-ce que t'es prêt à te prêter au jeu? Ça dépend quel jeu. On discute, on tape la causette. Qu'est-ce que tu fais ici à Louvain-la-Neuve? Tu vois quoi déjà derrière? Parce qu'on est en train de se lancer là. Je viens faire une conférence à Louvain. Et pas pour des étudiants. Non mais tu m'as dit en marchant, puisque forcément, je veux t'accueillir à la gare, pour des courtiers en assurance. Oui, absolument. Pour la Fédération des courtiers en assurance, probablement de la Belgique francophone. Benelux un peu, non? Je ne pense pas. C'est des gens à qui tu vas raconter quoi? Que quand La il même arrive chose. des coups d'assurance La même explosés. chose que d'habitude. La même chose que chaque jour, mais se tenter de conquérir le monde. Non mais forcément, c'est des... Ils le voient déjà ou pas dans leurs chiffres Je ne sais pas, parce que moi, on me demande pas là, je viens pas leur donner des conseils, je viens leur faire un exposé sur le contexte. En fait, c'est un truc que je fais très souvent. Et c'est un métier de feignant parce que ce que je raconte est raisonnablement indépendant des gens que j'ai en face de moi. Raisonnablement, t'as dit quoi? C'est raisonnablement indépendant des gens que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que je leur Tu explique. t'en fous, tu sors le même truc. C'est pas que je m'en fous, c'est que c'est une espèce de condensé de cours, quoi. Un condensé de cours, c'est le même pour tout le monde. Ouais, Quoi, si tu dois apprendre à des gens de l'arithmétique de base, eh ben, selon que les gens sont blancs, noirs, hommes, femmes, et que leurs enfants, que leurs parents soient pâtissiers ou conducteurs de train, tu vas de toute façon leur apprendre les mêmes mathématiques, la même arithmétique de base. 2 et 2 font toujours 4. C'est quoi le groupe le plus jeune que tu as eu, à qui t'as justement raconté tout ça? Je fais rarement en dessous de la fin du lycée. C'est vrai? D'accord. Non, parce que France, c'est différent. Donc, école secondaire, lycée, c'est quel âge? Fin du lycée, donc c'est le Lycée, bac, quoi. c'est 17-18 ans, quoi. Ouais, d'accord, ok. Ah oui, tu fais jamais cette tranche d'âge-là? Non, je fais jamais en dessous. Jamais en dessous? Oui, donc jamais en dessous du bac, quoi.
À peu de choses près, j'avais en dessous du bac. Oui, même les rares fois où j'ai eu des lycéens ou des collégiens, ça a dû m'arriver 3 fois. Quoi. Bah, c'est drôle parce que c'est ceux-là de quels je m'occupe, moi. Oui, mais moi, je sais pas leur parler. Ça s'apprend, il y a des manières. Chacun son métier. Ouais. Non, mais tu sais, ils adorent, en fait, tu vois, parce que Moi, je m'occupe des adultes. tu t'occupes des adultes. Il y a des adultes aussi, hein, parce que parfois, il y en a qui ont dû recommencer beaucoup de fois là-dedans. Mais c'est super intéressant, surtout dans les écoles professionnelles. En Belgique, on appelle ça les écoles professionnelles. C'est tous les métiers manuels. Et c'est des frangins, beaucoup, tu vois. Quand je dis des frangins, ils viennent de mes quartiers, là où j'étais, à Anderlecht et tout. Et c'est intéressant parce que eux, ils ont vraiment le somme d'être là. Ils se disent, je fais la plomberie parce que j'étais sur l'impression d'être passé de la Champions League à la Division 3. Et quand je leur montre l'état des lieux et que tu vois que le travail humain, la main d'œuvre humaine, c'est intéressant pour l'avenir, hein, tu vois que moins de machines, moins d'énergie, il y a un truc qui se passe. Ils se regardent en mode ah mais les gars, il y a de l'espoir. Moi je trouve ça ouf en fait, tu vois, cette partie-là. Bah, moi, je m'occupe peu d'insertion professionnelle. Hein. C'est pas mon rayon. Oh, mais c'est eux qui font le lien. Hein. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'occupe pas de ça parce que je m'occupe peu des publics les publics de jeunes. Moi, je leur parle très peu. Les gens, enfin les jeunes, avant le bac. Bon, les gens auxquels je parle, c'est des étudiants. Donc après le bac, des adultes. Et j'essaye de me limiter aux gens dans les adultes. De pas faire les retraités. Autrement, j'essaye de taper dans les populations, dans les gens qui sont en activité. Typiquement, la conférence qu'il y aura demain, c'est pour des gens en activité, dans un secteur professionnel. Et pour les conférences, je privilégie le public captif. Ouais. C'est-à-dire les gens qui viennent en n'ayant rien demandé. Donc en fait, les gens que je vais pouvoir un peu prendre par surprise, ou plus exactement, qui ne viennent pas que parce qu'ils ont de l'intérêt pour le sujet. Oh, pour toi. Pour le sujet. D'accord, parce qu'on est d'accord. Enfin, on va parler de ça aussi, de toi, mais enfin, de toi d'une certaine façon. Ce que je veux dire, c'est que les quelques fois récentes où j'ai fait des conférences grand public, en fait, je me rends compte que quand on laisse venir qui veut, tu ne fais venir que des gens qui connaissent déjà le truc par cœur. Et qui aiment se faire flageller. Je sais pas ce qu'ils aiment, mais en tout cas, ils ont déjà entendu la messe 10 fois, ils l'ont entendu une 11e. Ouais, forcément. Et là-dedans, il y a 95% de gens qui viennent parce qu'ils sont d'accord et 5% qui viennent parce qu'ils sont très envie de me dire qu'ils sont pas d'accord. Et quand ça se produit, ça, parce que je les entends souvent, hein. Mais voilà, c'est ça le public, en gros. Et quand je dis 5%, c'est peut-être 3%, je sais pas. Ouais, voilà. Pas grand monde. Et souvent, t'as déjà la répartie, parce que j'imagine que ça t'est déjà arrivé d'avoir plus ou moins la même chose. C'est rare que ce soit la première fois que j'entends de l'objection. Avec le même truc, etc. Ouais. Bon, alors, tu veux qu'on parle de quoi? J'ai tellement de choses à te dire. J'ai tellement de choses à te demander. Tu sais, bon, je vais pas faire le mec qui connaît pas aujourd'hui. Avant, j'y connaissais rien dans ces sujets, jusqu'à ce que je découvre que ce soit ton travail ou celui de tous les autres. Et c'est drôle parce que c'est beaucoup par l'aspect anglo-saxon. C'est-à-dire qu'après avoir découvert quelques francophones, moi, c'est le côté belge, hein, tu sais, on est très anglo-saxon, donc il y a eu des Rob Hopkins et tout ça, beaucoup. Et un type qui fait un podcast intéressant, j'avais relayé une ou deux de ses vidéos une fois, qui est un Américain qui s'appelle Nate Hagens. Ouais, t'as été chez lui. Oui, absolument. Ouais. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et il fait des vidéos assez intéressantes. Ouais, il est très bon. Il est pas tellement dans ton registre. Non. Et il fait en particulier une fois par semaine, on va dire, un truc où il est seul, qu'il appelle Frankie. Et c'est ses pensées du moment, quoi. C'est un truc, ça dure un quart d'heure. Ouais, beaucoup sur l'actualité. Ouais, c'est ses pensées. Mais non, mais ça peut ne pas être sur l'actualité. Là, la dernière que j'ai regardée, c'est par exemple 17 choses auxquelles je crois. Et alors, il dit, par exemple, alors je me rappelle plus, je suis absolument certain de ceci, je suis absolument pas. Par exemple, il dit, je suis absolument certain du fait que il y aura pas de fin de l'humanité entre dimanche et lundi. Ouais, mais je suis absolument certain que la croissance telle qu'on la connaît s'arrêtera bien avant 2050 et probablement avant 2030. Enfin, il dit des trucs. Voilà. Et là, ça n'a rien à voir avec l'actualité. Je fais juste 17 pensées comme ça qu'il a. Voilà. Il a aussi des invités. Hein. Ouais, non, bien sûr. Il fait les deux. Mais d'ailleurs, et je trouve que alors il y a à boire et à manger dans ce qu'il fait. Il y a de tout. Mais de temps en temps, tu tombes sur des trucs qui sont vraiment intéressants. Mais lui, je le suis. Il y a eu vraiment pas mal de monde. Et au fur et à mesure, tu sais, la problématique aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que j'ai trop creusé le sujet. Il n'y a pas une semaine où je lis pas une étude. Et c'est pas ma formation. Je suis pas un ingénieur. Je viens de la com, je viens du divertissement, on s'amuse. Oui, mais ça, c'est pas... Non, mais
C'est des trucs qui donnent pas mal de tête. Et en fait, le problème, j'ai l'impression d'être dans un piège aujourd'hui où et j'ai plein de potes où c'est la même chose, hein, tu sais, qui ont commencé, qui regardent forcément. Alors, les vidéos, ça a touché plein de gens juste autour de moi. J'ai l'impression d'avoir tellement la tête dedans et que tous mes potes aussi, etc. Qu'aujourd'hui, tu vois, c'est cet aspect de sortir de la matrice. En fait, on ne peut pas s'empêcher chaque jour, quotidiennement, y compris moi, et je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent la chaîne qui vivent la même chose, tu sais, d'avoir toujours un petit peu cette ombre de ce que ça représente, tes activités. Regarde, j'ai mon téléphone, on est ici, on est à Louvain-la-Neuve, on commande la bouffe, etc., etc. On ne peut pas s'empêcher de voir le tableau périodique des éléments partout. On ne peut pas s'empêcher. Ça, je peux y arriver quand même. Non, mais toi, tu y arrives, bien sûr. À ne pas voir le tableau périodique. Tu arrives à pas voir. Oui, Non, mais en fait, t'as tellement la tête dedans, tu sais, il y a des vidéos de toi, là, non, Patrice Lafont, qui date il y a longtemps, là, t'as la tête dans le guidon depuis tellement longtemps. Oui. Moi, c'est récent, c'est 4 ans. T'échappes pas à tes convictions. Mais ça, personne. Les convictions changent, hein. Avec ça, les convictions changent. Non, mais t'échappes pas à tes convictions. Par exemple, quelqu'un qui serait très religieux, sa religion ne s'exprime pas que quand il est dans une mosquée, une église ou un temple. Pour revenir un petit peu à moi et à nous, tu sais, on se sent un petit peu toujours avec ce prisme-là. Et la dissonance, mec, elle est méga forte. Il y a rien à faire. Parce que dès que t'as des gens par exemple, exemple très clair. Un parent d'un ami à Eden, mon fils, est tombé par hasard sur YouTube, chaîne suggérée. Il m'a dit, je savais pas, je n'ai regardé une. Et puis chaque jour que je le vois, il me dit, ouais, j'ai regardé celle avec Julien Steinberger. Incroyable. Elle dit, j'ai regardé celle-là avec Philippe Buis. Elle dit, j'ai regardé Eddie Sylvestre. Et il dit, Jean Covici, là, mec. Et il découvre. Et après, les gars, ils viennent et tu vois leur visage qui change, quoi. À la maison, tout a changé. Il me dit, et alors, ça va, comment tu te sens? Il me dit, je suis pris de panique. Parce que je mets la télé, je discute avec ma femme, je suis dans mon entourage, et j'ai l'impression qu'on fonce droit dans le mur. Oui, mais alors ça c'est malheureusement, heureusement, une réaction qui est assez classique chez les gens qui commencent à s'intéresser vraiment au sujet. Et en fait, c'est quelque chose qui est ce qui est difficile avec les gens qui s'intéressent au sujet, mais ça, on en avait déjà parlé ensemble, je crois. S'il vous plaît. Merci. C'est le fait que quand tu découvres un sujet, toi, je sais pas comment ça s'est passé avec ta cellule familiale, mais quand tu découvres un sujet seul, après, tu es très inconfortable sur la manière de l'amener ou pas auprès de gens qui n'ont pas fait le même chemin que toi. Et je me rappelle qu'il y a déjà un certain nombre d'années, j'avais expliqué qu'un des trucs qui serait intéressant à travailler, c'est la façon dont tu arrives à gérer l'inhomogénéité au sein d'une cellule familiale qui ne s'est pas constituée sur cette base, au sein d'un cercle d'amis qui ne s'est pas constitué sur cette base, au sein d'une famille qui ne s'est pas constituée sur cette base. C'est frites. Comment est-ce que tu arrives à faire progresser cette préoccupation à partir du moment où toi tu commences à la porter et ça devient, enfin je ne vais pas dire que tu es entré en religion, mais il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire une conviction très forte, c'est un prisme de vision du monde que tu portes avec toi et ça t'ennuie d'être avec des gens qui ne le portent pas. Voilà. Où c'est pas facile. Ben, on cherche surtout à être avec des personnes qui raisonnent un petit peu comme nous et avec qui il y a une forme au moins qu'ils nous comprennent. Qu'ils comprennent déjà, ouais. Au moins qu'ils nous comprennent et au moins qu'ils soient, qui ne nous reprochent pas d'avoir cette conviction. Il nous fait chier, partir en vacances en avion, qu'est-ce qui nous emmerde avec son avion, on a envie d'aller faire, je sais pas quoi, un méchoui, qu'est-ce qui nous emmerde avec sa bidoche, bon voilà. Et c'est difficile parce que là tu rentres en ce moment dans une gestion de compromis. Tu vas nécessairement donner un peu si tu veux garder les relations que tu as, la famille que tu as, etc. La question c'est jusqu'où tu donnes, jusqu'où tu acceptes de transiger. C'est pareil pour tes amis, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, le cadre confortable, c'est quand tu arrives, avec tes nouvelles convictions, à te créer un nouveau collectif. Et c'est paradoxalement, je pense, l'une des raisons pour lesquelles c'est paradoxal, hein, parce que en fait, ça va contre leur intérêt pour beaucoup. Bien sûr. Mais que c'est plus facile de parler de ce genre de sujet dans le milieu professionnel et en particulier dans le milieu des entreprises parce que c'est déjà un collectif. Et donc à partir du moment où on commence à s'intéresser au sujet dans le monde de l'entreprise, en fait tout le monde peut s'y intéresser en même temps. Ça reste orthodoxe, ça reste dans la norme. Et c'est un cadre qui est paradoxalement plus facile. Les cadres familiaux dans lesquels... Alors, l'autre cadre familial dans lequel c'est facile, c'est quand les gens créent le cadre familial sur la base de convictions partagées.
Alors, avec la religion, c'est un catho épouse une catho, un protestant épouse une protestante, etc. Avec l'environnement, c'est quelqu'un de sensible à 25 ans épouse quelqu'un d'autre de sensible à 25 ans, et là, tout se passe bien. Après, il faut attendre l'adolescence des enfants, mais sinon, tout se passe bien. En ce qui concerne et ce qui est très difficile, mais sauf que l'essentiel de la population, c'est des gens qui sont déjà mariés, mariés ou vivent déjà en couple ou équivalent. En fait, t'as ton passif, Voilà. tes habitudes. Ton passif ou ton actif, je ne sais pas en fait. Ok, Ton entourage. merci pour la blague financière. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de relations familiales qui accepteraient d'être considérés dans la passive, mais bon. T'as compris qu'il y a voilà, Ouais, non, tes mais habitudes, les habitudes de ta d'accord. famille, quoi. Bien sûr. Et c'est pas nécessairement facile de faire basculer des gens en même temps. Alors des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Voilà. Et des fois il faut accepter le fait qu'il faut pas chercher à le faire. Oui, c'est ça, voilà. Ce qui est pas facile. Mais ça s'apprend. C'est-à-dire que moi, au début, pour te dire, ma chérie, elle vient d'un contexte tellement différent. Elle, c'est en mode, je dois voyager, je dois vivre cette vie parce que c'est comme ça. C'est ce que font mes copines de mon âge. C'est ce que tout le monde a toujours fait. Moi, dès que j'ai eu cette claque, je lui ai pas dit ce qu'elle devait pas faire. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que au final, aujourd'hui, à travers, on s'est reconnecté sur plein de pans, sur plein de choses. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut vaciller. On remet plein de choses en question. C'est très complexe. C'est fait pour. Mais là, oui, bien sûr. Très honnêtement, moi, l'effet que je cherche à provoquer quand je fais des interventions, c'est exactement celui-là. C'est celui d'une déstabilisation. Et en me disant, là-dedans, je sais très bien qu'il y en a 80% qui vont strictement rien changer, c'est-à-dire en fait, ils sortent de la salle de cinéma, tu vois, ils ont vu le film d'horreur, ils ont eu des grands frissons, et puis derrière, il va pas se passer grand-chose. Possible qu'il ne se passe rien. Je continue. Vas-y. Il y en a 10 ou 15% qui vont dire « Oh putain, je tombe des nues, il faut absolument que je commence à devenir sérieux sur la question ». Et puis, tu en as 5 à 10% qui vont dire ce truc-là me dépasse, c'est vraiment trop pour moi, je veux plus en entendre parler. Voilà. Je pense que j'ai aussi malheureusement ce contre-effet. J'ai jamais fait de sondage en sortie de public, mais je pense qu'il y a aussi ce contre-effet. Et l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je privilégie aussi les publics captifs, c'est que les publics captifs en général sont déjà dans un collectif. Un public captif, c'est un groupe d'étudiants qui suivent les mêmes études, les salariés d'une même entreprise, etc. Et donc l'effet, je veux pas en entendre parler, il est plus facile à circonvenir dans ce genre de contexte que quand tu as des gens qui ne se connaissent pas dans le public, qui ne font pas partie de la même structure, qui ne font pas, etc. et qui sont tous venus chacun de leur côté. Et tu penses que par là, si on t'arrive à activer des leviers pour l'intérêt personnel de la personne, tout ira plus vite? C'est-à-dire que à partir du moment où, tu sais, on est des personnes assez égoïstes, on pense à nous, notre noyau familial, notre travail, notre boulot. Et si tu parviens à amener ça en essayant de faire comprendre à la personne qui reçoit l'information qu'il s'agit de son intérêt personnel, mais quand je dis son intérêt personnel, c'est qu'elle peut là-dedans, tu vois, acquérir peut-être un capital sympathie, un capital symbolique, un capital financier, bigo pas pour Dieu. Est-ce que ça, c'est quelque chose, tu penses, qui permettrait aux personnes de shifter plus facilement, en se disant, ok, si j'y vais, j'y perds pas. Mais c'est difficile de... Ça doit être comme ça, en fait. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. En fait, s'il n'y a pas un avantage de court terme lié au fait de changer, court terme, absolument. Parce que un truc que je dis très souvent aussi, c'est qu'on est des animaux, on est pilotés par nos sens, nous ne sommes pas rationnels, nous ne faisons que piloter rationnellement nos désirs, ce qui est très différent. Totalement, ouais. Et donc, s'il n'y a pas un avantage de court terme dans le fait de changer, les gens ne changent pas. Donc, il en faut au moins un. Alors, cet avantage de court terme, il peut être dans la reconnaissance. Par exemple, dans ma tranche d'âge, il y a des gens qui ont des enfants qui leur disent, dans ma tranche d'âge et dans les gens de mon statut social, il y a des gens qui se font botter le cul par leurs enfants. Donc le fait d'avoir la reconnaissance de leurs enfants, ça peut les conduire à changer. Il y a des gens qui peuvent se rendre compte que en changeant, ils prennent des habitudes qui les stressent moins. Par exemple, la conduite. Si les gens passent de la voiture à autre chose que la voiture, s'ils ont la possibilité de le faire, bien sûr, oui. Ils peuvent se rendre compte qu'en fait, au fond, à l'expérience, c'est plutôt moins stressant. Ils se font conduire, ils font un peu de vélo, ça leur change les idées, ils se font, voilà, ça. Il peut y avoir un avantage économique. Changer coûte moins cher. Hein. Alors là, après il y a un grand débat qui est qu'est-ce que je fais de l'argent que j'ai économisé? Ouais, voilà. Si je le dépense dans autre chose, tourner la machine carbone, exactement. Si tu le gardes en banque, tu as aussi un impact. Alors, en banque, tu as un impact aussi, mais c'est quelque chose qui est compliqué à calculer. C'est vrai? Oui. En fait, c'est plus compliqué à calculer que les visions simplistes qu'on peut en avoir, qui est
il y a beaucoup de bêtises qui circulent là-dessus. Par exemple, que ton argent permet de prêter, c'est pas ton argent qui permet de prêter. Non, ça c'est fini. Non, ça c'est Non, avant. c'est pas ça. Un prêt est une création monétaire. Oui, Ça, oui, c'est un voilà. truc que beaucoup de gens ne savent pas. Quand la banque prête, en fait, elle crée de l'argent. Donc, c'est pas ton argent qu'elle prête. L'argent que tu laisses en dépôt, c'est pas celui-là qu'elle prête. Enfin, elle prête aussi celui-là, mais c'est une petite partie de ce qu'elle prête. Donc, en fait, formellement, cet argent ne lui appartient pas. L'argent que tu laisses en dépôt. Donc, on considère que statistiquement, une toute petite partie de cet argent déposé, c'est une garantie que la banque peut utiliser, parce que tout le monde ne va pas retirer son argent au même En même moment. temps, c'est ça, ouais, Voilà. bien sûr. Mais c'est juste une petite partie. Et l'essentiel de ce qui permet à la banque de prêter, c'est l'argent qu'elle crée au moment où on souscrit un prêt. Donc c'est pas vraiment l'argent que tu as en banque potentiellement. qui La a création l'impact, monétaire c'est est faite plus- par les banques commerciales. Donc c'est la création qui a plus de bilan carbone en quelque sorte. Oui, mais enfin, bon. Donc Mais c'est compliqué à calculer. la comptabilité carbone derrière ce truc-là est pas si simple. Mais pour en venir à ce que je disais, il faut un avantage de court terme. L'avantage de court terme peut être du sens. C'est quand même un truc qui est important pour beaucoup d'entre nous. Surtout dans un monde où il y a plein de jeunes qui perdent énormément de sens dans ce qu'ils Absolument. font. Votre sens est un truc important. Si le sens n'était pas un truc important, il n'y aurait pas de chercheurs en France. Hein. Vu ce qu'ils sont payés. Mais est-ce qu'on vivrait Ouais, déjà. Mais est-ce qu'on vivrait déjà? Honnêtement, une vie sans sens. Enfin, aujourd'hui, avec la On culture. aurait du mal à faire des groupes sociaux. Parce que les groupes sociaux sont quand même pilotés par des choses qui s'apparentent beaucoup au sens, qui possèdent des valeurs, etc., des normes, tout ça, c'est un peu dans la grande catégorie du sens. Donc, ça peut être l'occasion de trouver du sens, mais il faut qu'il y ait un avantage de court terme. Il y a un truc dans lequel il n'y a que des emmerdements à court terme. Pour le bien de la collectivité, il n'y a pas grand monde qui le fait. Quand je suis dans les quartiers et que je discute avec les frangins, tout le monde comprend. Donc, je n'utilise pas les mêmes références que toi. Hein. Toi, c'est Iron Man, moi, c'est My Hero Academia. C'est mes refs. C'est My Hero Academia. D'accord. C'est un personnage qui s'appelle All Might. Et lorsqu'il active son pouvoir, Je ne connais pas celui-là, je dois être trop vieux. non, bah, c'est récent, c'est les ados ils connaissent. Et puis moi, j'adore, je suis fan de manga. En fait, il est tout maigre, il est tout des maigre. mangas C'est des mangas japonais, ouais, c'est des animés japonais. Dès qu'il active son pouvoir, il est tout maigre. Dès qu'il active, il dit baraqué, il peut tout faire. Et moi, je dis, les gars, ce qu'il active, c'est pétrole, gaz, charbon. Et là, tout le monde a... C'est Hulk en version manga. C'est oui et non, oui. C'est particulier, tu sais, les mangas, c'est beaucoup d'inspiration américaine. Hein. Son Goku dans Dragon Ball, c'est une inspiration de Superman. C'est un petit peu le même truc. Mais moi, ce que j'aime bien, moi, dans l'univers un peu des mangas japonais, d'ailleurs, quelqu'un qui a écrit un livre fantastique autour de ça, qui s'appelle Gabriel Malek, c'est très dans la culture nippone aussi, c'est que l'union fait la force. Et moi, ce que j'ai admiré dans les Dragon Ball, les Naruto, les One Piece, c'est que le héros n'est jamais rien sans son équipe et que tous ensemble, en fait, ils sont obligés. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut faire team. Alors que dans la narration un peu plus américaine, un peu plus occidentale, c'est Batman, il a résolu le problème tout seul, Superman tout seul. Alors ça, c'est normal. Il y a un déterminisme géographique, en fait, à la culture. Et le Japon ressemble en cela, mais dans une autre version. Aux pays scandinaves et aux pays de montagne, qui sont des pays dans lesquels, en fait, seul on survit pas, parce que le monde est trop contraint. Et donc, le Japon, qui est un archipel, qui a jamais eu énormément de ressources, c'est des univers dans lesquels les gens sont obligés d'être très soudés, très collectifs, pour être capable d'avancer. Alors, c'est pas un héritage de ça, c'est que c'est le contexte géographique qui a fait ça. Les pays scandinaves, c'est exactement pareil. Il fallait passer l'hiver en Suède, hein, etc. Donc, en fait, on était obligés d'être extrêmement collectifs, extrêmement bien organisés, etc., extrêmement solidaires les uns des autres. La Suisse, c'est un peu pareil. Pays de montagne, pareil, dans la montagne, hein, il fallait passer l'hiver. Et en fait, les pays, à l'inverse, qui sont des pays qui sont extrêmement richement dotés en ressources. Alors, les États-Unis, c'est un peu particulier parce que le climat est quand même assez rude aux États-Unis, dans une bonne partie du pays. Au niveau ressources, sont quand même pas mal. Il faut aussi passer l'hiver, hein, dans une bonne partie des États-Unis. Mais au niveau des ressources, c'est juste la corne d'abondance par excellence. Et donc, ça a créé un pays. Et en plus, ils sont arrivés à un moment où il y avait déjà de la technologie. Les États-Unis se sont colonisés essentiellement au XVIIIe et XIXe siècle, c'est-à-dire à un moment où il y avait déjà un début de révolution industrielle, de technologie, etc. Il y avait des fusils, des charrues, De ça. Ouais, il y a pas mal, machine à vapeur, il y a pas mal de trucs. Et ça a créé un pays très individualiste,
est très libertarien, au sens où, à part les quelques trucs qui sont interdits, vraiment, t'emmerdes pas et tu fais à peu près ce que tu veux. Donc il y a quelques trucs qui sont interdits au nom de la morale, mais dans l'entreprise économique, tout est autorisé. Et on le voit bien encore aujourd'hui. C'est dans ce pays que les gens essayent de tout et n'importe quoi, en considérant que personne n'a le droit de les empêcher de faire un truc qu'ils ont envie de faire, quoi. Ah non, c'est le pays de la liberté fois 1000. Hein. Donc c'est ce qui incidemment me fait dire que dans le domaine qui est le mien, c'est le dernier pays qui bougera. C'est vrai? Oui. Il donne l'illusion un petit peu de bouger en quelque sorte. Toi, t'as les chiffres, t'es dans les chiffres. Au niveau le dernier pays qui bougera volontairement, pour être plus précis. Il va préférer contraindre plus les autres, que les autres se contraignent. De toute façon, dans son dernier bouquin, Emmanuel Todd, qui est un anthropologue, considère que les États-Unis sont déjà en phase d'implosion. Ils sont déjà rentrés dans une phase de déliquescence. De quoi? De déliquescence. Ok, tu veux dire quoi par là? Guerre civile? Le pays est en train de se désintégrer de l'intérieur. Alors, tu sais qu'il y a un gros film qui sort aux États-Unis qui raconte ça. Doucement. Ouais. Et Todd, il le mesure à des indicateurs qui sont des indicateurs non économiques. Il dit le PIB, on peut rien en dire. De toute façon, maintenant, c'est juste un peu. Il le détermine à quoi? Voilà. L'espérance de vie, l'utilisation des drogues, l'obésité, le niveau d'éducation des enfants, la proportion d'ingénieurs. Ça, c'est marrant. Lui, il considère. Comment? Elle a chuté? Elle est ridicule. Les Russes font chaque année plus d'ingénieurs que les Américains, alors que leur population est 3 à 4 fois inférieure. Et les Russes sont plus ingénieurs que les Français. Beaucoup plus. Mais, pourtant, la France était quand même... Ils sont 2 fois plus nombreux, les Russes, en première population. Mais surtout, ils ont un taux d'ingénieurs dans une classe d'âge. Dans une classe d'âge ou dans les gens qui font des études supérieures, je ne sais plus, qui approche les 30%. Alors qu'en France, on est à la moitié, et aux États-Unis, ils sont quasiment au quart. Ah ouais. Mais ça raconte quoi cette implosion du coup? Du coup, ça veut dire que le pays est en train de perdre de sa puissance. Trump est potentiellement une résultante de ça? Alors, moi, c'est ma théorie. D'accord. Trump, sa base électorale, c'est le petit blanc déclassé. C'est les gens qui perdent en espérance de vie. Enfin, ça nous ramène à... C'est le petit blanc déclassé. Ouais. C'est-à-dire c'est celui à qui l'Amérique avait fait la promesse de monde merveilleux et qui se retrouve aujourd'hui avec une situation qui se dégrade. Donc il a conscience de ça? Est-ce qu'on est sur du court terme où tu le ressens et tu vois bien que donc tu passes du Walmart à quelque chose d'encore plus dégueulasse, façon de parler, encore plus cher? Est-ce que tu le ressens ou alors c'est quelque chose qui se distille entre plusieurs générations? Où tu as un point de repère, par exemple, purée, mes parents, ils ont pu faire ça, moi, je peux pas le faire. Et qu'il y a une frustration qui naît de là. Alors, aux États-Unis, je ne sais pas à quoi se comparent les gens, ils se comparent probablement à la situation d'il y a 10 ou 20 ans. Oui, enfin, c'est beaucoup aussi possession matérielle, capacité de faire des choses. Oui, mais ils voient qu'il y a des choses qui sont de plus en plus difficiles. Mais c'est vrai en France aussi. Hein. Oui, on va en parler. Je connais pas la situation économique de la Belgique. Pareil. Mais en France, le revenu disponible des ménages baisse depuis 2010. Pareil chez nous. À mon avis, les déterminants sont voisins. La production industrielle française, elle s'est pas redressée depuis 2007. Depuis le maximum énergétique européen, c'est-à-dire 2007. Et ça, c'est valable dans toute l'Europe. Les mètres carrés construits baissent, les tonnes chargées dans les camions baissent. Il y a un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais qui me paraît normal. En France, les journées skieurs baissent. C'est assez rigolo. Depuis 2007. Je crois qu'il doit y avoir les journées skieurs. Ouais, c'est-à-dire le nombre de gens qui partent des prisons fous déjà. Le nombre de jours passés au ski par des gens baisse depuis 2007. D'accord. Quel facteur? Moi, c'est une érosion lente. Oui, moi, comme ça, je pars du principe que les stations sont au moins enneigées. Non. Pouvoir d'achat? Parce que c'est une érosion qui est très lente et très continue tous les ans. Donc c'est un problème de pouvoir d'achat. Ok. Alors pour le moment... Donc clairement, le ski, c'est trop cher. Hein. Il y a 10 ans, j'avais fait une intervention pour les domaines skiables de France, 10 ou 15 ans, je sais plus. Et je leur avais dit, sur la base de mon analyse, qui est que l'énergie conditionne l'économie, donc le pouvoir d'achat, je leur avais dit, vous manquerez de skieurs avant de manquer de neige. Les gens manqueront de moyens pour aller au ski. Alors, pour les Français, c'est vrai. Sauf que pour le moment, ils arrivent à compenser avec de la clientèle internationale
Donc en fait, ce qui tire aujourd'hui l'activité économique du ski, c'est les très grands domaines d'altitude, les Courchevel, Val Thorens, etc., où l'essentiel du domaine est au-dessus de 2000 mètres. Donc pour le moment, eux, ils n'ont pas de problème de neige. C'est ça. Mais c'est très cher. Plus c'est haut, plus c'est cher. Et ils attirent, sur la base de tarifs de plus en plus élevés, une clientèle qui vient de plus en plus loin et qui est faite de moins en moins de Français et de plus en plus de riches Danois, riches Anglais, riches Allemands. De riches Russes, etc., qui viennent de loin en voiture ou de loin en avion. C'est drôle, je voulais voir un match de Paris Saint-Germain contre Barcelone en Champions League, parce que mon fils m'a dit, s'il te plaît, papa, et tout. J'étais au parc, je lui ai dit, écoute, on va éviter, on va regarder les prix. J'ai été voir les prix, 1700 balles la place, 2000 balles la place. Tu dis, mais la classe mondiale qui va voir les matchs de foot. Alors ça, je sais pas, parce que c'est Champions League en même temps. Champions League, c'est Europe. Je vais te faire une confidence, je n'ai jamais été voir un match de foot, je crois. Jamais. Faudrait que je t'invite, c'est très intéressant, culturellement parlant. Alors, si j'allais voir un match, je pense que je préférerais aller voir un match de rugby. De rugby, ouais? Oui. Ouais, pourquoi pas. Après, chacun ses goûts, hein. Non, c'est chouette, le match de foot, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu vois vraiment tout le monde qui a l'unisson, dans les gradins, ça chante tous ensemble. Mais c'est pas par cynisme, c'est juste que ça m'a jamais tenté. Voilà. Ça va être intéressant à voir. Mais en tout cas, voilà. Je suis pas plus allé voir, tu sais, il m'arrive de temps en temps d'être invité à aller voir Roland Garros, là, je suis jamais allé non plus. Par BNP? Moi, c'est BNP, c'est que BNP m'a invité pour aller voir Roland Garros. J'ai refusé. Je sais plus par qui, mais. Bon, enfin, t'es à 400 mètres des joueurs, là. Si t'as vraiment envie de regarder le match, tu le regardes à la télé, c'est mieux. Ouais, ou tu vas le faire, quoi. Tu vas jouer tôt au tennis, un truc dans le genre. Mais non, tu sais, par rapport à la France, c'est intéressant. J'essaie un petit peu de comprendre. En Belgique, on a le cordon sanitaire, hein. On lutte contre l'extrême droite. Ça veut dire que l'extrême droite ne peut pas, normalement, depuis 1993, 93, mais 93 plus logique. On parle couramment de belge. T'as dit quoi? C'est très bien. Continue. Ça nous fait plaisir. Et bois de la bière, si tu veux. Donc, 93, c'est bon, j'arrive. Et on a remarqué, en fait, que quoi qu'il arrive, les gouvernements sont d'accord tous ensemble, enfin, les partis politiques, de ne jamais faire équipe avec l'extrême droite. Sauf qu'aujourd'hui, ce cordon sanitaire commence à s'effriter, puisqu'on a la droite belge qui a été discutée avec eux dans des débats, alors que c'est quelque chose qu'on s'était tous promis de ne plus faire. Et en fait, tu sens qu'il a un peu mis à mal. Mais on arrive à le conserver. On arrive à le garantir. Est-ce que symétriquement, l'extrême droite est toujours aussi extrême? Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels ces positions sont en train, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Alors, maintenant, ça à définir. T'as la NVA qui veut la fin de la Belgique, en tout cas qui veut du confédéralisme. On estime que c'est de la droite, plus à droite, mais pas extrême. Et puis t'as le Vlaams Belang, qui est l'ancien Vlaams Blok, où là, le Vlaams Blok, les propos étaient, d'ailleurs, ça a été démantelé parce que les propos étaient racistes, avérés. C'est condamné par le racisme en Belgique, condamné par la loi, de toute façon. Donc il n'y a pas de liberté d'expression à ce niveau-là. Et effectivement, ça leur est tombé dessus. Ils ont changé de nom, ils se sont un peu, on va dire, modelés. C'est juste le vocabulaire. Mais malgré tout, dès que tu rentres dans une assemblée du Vlaams Belang, ça y va cash, quoi. Là où ils savent qu'il n'y a pas de caméra et que c'est privé, nous, on a des groupes qui sont un peu infiltrés partout. Ce qui ressort de là, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et donc, personne ne fait équipe avec eux. Mais malgré tout, ça n'empêche qu'on a la caisse de résonance, puisqu'on a un pays francophone, de ce qui se passe en France. Où il n'y a pas de cordon sanitaire, donc ça influence chez nous. Et on sent des politiciens chez nous commencent de plus en plus à être tentés, parce que dès qu'ils mettent un petit tweet ou qu'ils mettent un petit truc qui vient de propos type limite théorie du complot, attention, on va être envahi par des trucs que la science a démontré que c'est faux. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il y a de l'adhésion et qu'il y a des reprises. Donc en fait, c'est comme si il y avait un parti qui attendait ou que tout le monde attend que ce cordon sanitaire pète pour répondre à une demande de frustration. Et de nouveau, je voudrais qu'on essaie de creuser ce truc, j'essaie de comprendre, tu vois. Est-ce que l'Europe subit le même phénomène, déclassement social? Et donc le fait de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, fait que tu vas voter de l'autre côté? Oui, ça c'est général en Europe. Est-ce qu'on a une étude qui a démontré que c'est à cause de ça? Non, mais c'est ma conviction. C'est ma conviction. Ta conviction peut être fausse, il peut y avoir d'autres éléments. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ma conviction peut parfaitement être fausse. En tout cas, elle a pour elle une forme d'articulation logique. Mais comment tu l'imagines? Comment tu le vois? Alors la construction est la suivante. Depuis 2007, on a passé le maximum d'approvisionnement énergétique en Europe. Ça a avéré, on est d'accord de ça. Ah oui, ça c'est les statistiques, c'est très facile à voir. Voilà. Et c'est la conjonction de trois choses. C'est le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde. Ok. Qui a été passé en 2008, dit l'Agence internationale de l'énergie, 2006, bon, de toute façon, c'est à quelque chose près, c'est pareil. Et qui derrière a été suivi d'une décrue de l'approvisionnement de l'OCDE. L'OCDE s'est mise à décroître
en approvisionnement pétrolier après ce pic. Tous les pays de l'OCDE, même les producteurs de pétrole qui sont dans l'OCDE. Le bloc de l'OCDE dans son ensemble. Pays riche, quoi. Enfin, voilà. Absolument. Peut-être pas le Canada, quand on regarde dans le détail. Mais en tout cas, les pays de l'OCDE dans leur ensemble, et à coup sûr les pays européens. Et en fait, en Europe, la décrue économique qui a suivi, parce que moins de pétrole, ça veut dire moins d'énergie, moins d'énergie, ça veut dire moins de machines au travail, et donc ça veut dire une économie qui se contracte physiquement. Alors après, on peut avoir des artefacts, les honoraires de médecins augmentent, les honoraires d'avocats augmentent. C'est ça, mais comme petite parenthèse, pourquoi est-ce que tu expliques alors qu'il y a encore eu de la croissance? Parce que ça a été dopé à la dette, elle a été dopée par plein de machins, parce que la façon dont on calcule le PIB est bourrée d'un milliard de conventions et il faudrait aller regarder un peu dans le détail. Tu vois, par exemple, je ne sais pas si on corrige de l'inflation les honoraires d'avocats. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire, si t'es mon avocat, ouais. Cette année, tu me factures 1000 euros la journée, l'année prochaine, tu me factures 1200 euros la journée. Est-ce que c'est de l'inflation? Et donc, dans le PIB, je le compte toujours à 1000 euros la journée? Ou est-ce que c'est pas de l'inflation? C'est la triche. Alors, l'inflation va toujours, c'est ça, oui. L'inflation va toujours faire de la croissance. Pour les brosses à dents et la bière, on a à peu près la réponse. On dit, si la bière, là, elle coûte 5 euros, elle coûte, 4 euros, cette année, et l'année prochaine, 4,50 euros, on considère que c'est de l'inflation. Parce que c'est la même bière, la même étiquette, la même bouteille, etc. Et pour l'avocat, même si c'est le même avocat, je ne suis pas sûr, parce que j'ai pas été regardé, donc là je voudrais pas dire de bêtises, mais je ne suis pas sûr que on déflate les honoraires d'avocat. D'accord. Je suis absolument certain qu'il y a des domaines dans lesquels on ne déflate pas. Je vais te donner un exemple. Les prix de l'immobilier augmentent. Ouais. Les commissions d'agence augmentent. Bien sûr. Et la production bancaire, parce que les banques prêtent pour un nominal plus élevé, augmente. Ça, je suis sûr que c'est pas déflaté. Alors que ça pourrait rentrer. Les droits de mutation augmentent. Ouais. Parce qu'en France, quand tu vends un bien immobilier, il y a ce qu'on appelait avant les frais de notaire. En fait, c'est pas le notaire qui encaisse l'argent. C'est toujours les frais de notaire. Oui, mais en fait, c'est les collectivités locales. T'as à peu près 8% de la transaction en impôts pour les collectivités locales. C'est grâce à ça que Paris avait son budget, un budget très gras. C'est parce que la montée des prix de l'immobilier à Paris faisait qu'à chaque fois qu'il y avait un appartement qui se vendait dans Paris, ça faisait 8% pour la mairie, et ça lui permettait de bien vivre. L'arrêt de la hausse du prix de l'immobilier à Paris a créé des problèmes budgétaires non négligeables pour la mairie de Paris. Ah oui. Oui, normal. Donc, ce qu'on appelle les frais de notaire, en fait, c'est pas vraiment des frais de notaire. En fait, le notaire, dans cette histoire, il prend quelques milliers d'euros sur une transaction. Il prend pas d'accord. Mais donc tout ça devrait compter comme inflation. Alors, et c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, les pays européens, tous ensemble, se mettent à avoir une contrainte sur l'approvisionnement pétrolier. Il se trouve qu'ils avaient également eu tous ensemble, quelques années avant, une contrainte sur l'approvisionnement gazier, puisque le pic de production de la mer du Nord a été passé en 2005. Ouais. Et le gaz est une énergie régionale qui voyage pas si bien que ça, même avec le gaz liquéfié là actuellement, dur à transporter. Le GNL, c'est pas facile de transporter le gaz. Donc le pic de production de la mer du Nord en 2005, à une époque où la mer du Nord faisait 55% de l'approvisionnement européen, Vous n'avez pas mis de serviette. a instantanément conduit l'Europe à arrêter de consommer de plus en plus de gaz, et on est passé à consommer de moins en moins de gaz, de manière subie. C'est absolument pas des économies d'énergie qu'on fait. On a été chercher ça en Russie alors. C'est à ce moment-là. Un peu compensé sur la Russie, mais partiellement seulement, parce que pour importer beaucoup plus de gaz depuis la Russie, il faut augmenter la taille des tuyaux, ce que les Allemands ont essayé de faire avec Nord Stream, avant que probablement les Américains, parce que moi je ne sais pas plus que ça, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, qui voyaient d'un très mauvais œil que le rapprochement de l'Allemagne et des Russes ne sabote Nord Stream. Si j'en reviens à ce qui s'est passé. Ouais, voilà. Depuis les années 50, l'Europe a de moins en moins de charbon parce que les mines sont épuisées. Ok, c'est pas parce que ça polluait ou parce que... Ça a commencé dans les années 50. Oui, je sais, à Charleroi, on l'a vécu, enfin, on en a déjà parlé, bien sûr. Oui. Donc c'est pas un sujet de... Il n'y a pas de raison de pollution de l'air, tout ça. Reste, si la France avait eu du charbon au moment des chocs pétroliers, elle se serait mise à faire du charbon pour son électricité. Elle n'aurait pas du tout fait du nucléaire. Le nucléaire, c'est pas un truc qu'on a fait par vertu climatique en France. On l'a fait tout simplement parce que les Français avaient ni charbon, ni gaz, ni pétrole. Et donc ils se sont dit, ah tiens, le nucléaire, c'est bien. C'est à cause du choc pétrolier. Oui, bien sûr. Mesmer qui a été mis en place. Je n'étais pas né, mais... Oui. Mais d'accord. Donc, au moment du choc pétrolier... On n'a déjà plus de pétrole, enfin on n'a déjà plus de charbon à ce moment-là, on n'utilise plus de charbon. Les Allemands, ils sont pas passés au nucléaire.
C'était pas juste une affaire d'antinucléarisme. Eux, ils avaient plein de charbon, ils n'avaient pas besoin du nucléaire. Donc pour toi, tant qu'un pays dispose de tel type de ressources, il va continuer à l'exploiter, il ne va pas transformer son truc. Alors au début, oui, absolument. Et les Chinois, alors qu'ils se sont développés au début des années 2000, à un moment où on connaissait déjà parfaitement la réalité du changement climatique, ils avaient du charbon chez eux, ils ont tapé dans le charbon. J'ai l'impression que c'est humain, ça, c'est drôle. Voilà. Oui. Et Dès que tu as une ressource, tu te dis tranquille, on va te c'est taper normal. dedans, tu vois. Mais c'est normal. Qui va te payer pour que tu renonces à l'utilisation de ta ressource, de la ressource que tu as chez toi? Je sais pas, c'est intéressant ça maintenant de faire ça. Payer les gens pour qu'ils n'exploitent pas le pétrole. Ben, tu as également exactement le même débat avec payer le Brésil pour qu'il ne coupe pas la forêt amazonienne. Ouais. Ou payer le Congo pour qu'il ne déforeste pas. Oui. Attends, c'est drôle. Anecdote, excuse-moi, je rebondis très vite sur ce que tu dis avec le Congo. J'ai fait une vidéo que j'avais envoyée à plein de gens sur ce que représente le Nord Kivu, Koba, Coltan et l'importance de la forêt équatoriale. Tu sais quoi? C'est monté jusqu'au ministre Patrick Muyaya, je vais balancer son nom, directeur de la communication du Congo. Parce que ça avait beaucoup tourné là-bas sur qu'est-ce qu'on fait avec ce Coltan et ce Coltan à l'échelle mondiale. Il n'y a pas du tout cette vision qui est internationalisée, mondialisée, qu'est-ce qu'on fait avec les matières. Et le mec, il me dit, ouais, j'ai bien aimé ta vidéo, je t'ai rencontré, on a discuté, je trouvais ça très intéressant. Et en fait, vraiment, on est un pays solution. On est ceux qui peuvent apporter au reste du monde nos ressources. Et moi, je me suis dit, mais gars, c'est pas ça le principe. Le principe, c'est que t'essayes au moins d'éviter qu'il y ait des génocides dans cette zone-là, mais que t'évites de déforester, que t'évites de sortir du sol, t'as pas d'entreprise de transformation. En fait, mais non, c'était le prisme de... C'est bien, on va continuer à le faire, tu vois. Et ça m'a fait bizarre. Je le redis, qui va les payer pour qu'ils ne le fassent pas? Mais nous, normalement, on a les thunes, on peut le faire. Alors les thunes, comme dit Nate Hagen, dont on a parlé tout à l'heure, c'est juste qu'est-ce que c'est que l'argent? En fait, l'argent est une revendication sur l'énergie. Ouais, c'est ça, oui. C'est une revendication sur la physique, l'argent. Ben oui. Et si t'as l'argent et pas la ça, physique... que t'as droit à tel truc qui a été transformé, extrait, et machin. Ta revendication, elle vaut rien. D'accord? Si t'as l'argent mais pas la physique, ta revendication vaut rien. Oui, donc l'argent est basé sur les ressources. Donc en fait, l'argent ne marchera pas sur un principe de vent, entre guillemets, on paye pour pas toucher à ça. Et ça n'en générera pas, techniquement. En tout cas, il faudrait accepter. Donc, je sais pas si les Français ou les Belges accepteraient de payer 10 ou 20% de ce qu'ils gagnent. Pour que le Congo ne touche pas à sa forêt. Écoute, si c'est pour éviter que, même au Congo, et que la Tanzanie ne touche pas à son pétrole. Oui. Voilà. Mais c'est pas après, si c'est pour éviter un désastre climatique mondial, 4 degrés. Quand il s'agit de manifester dans la rue, quand il s'agit de manifester dans la rue, les gens sont d'accord. Ouais. S'ils devaient payer 10% de ce qu'ils gagnent pour ça, bien sûr, ils sont toujours d'accord. Ça va, 10%, c'est gentil. Bah, pour toi ou moi, peut-être, il y a des gens pour qui c'est pas gentil. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas compris qu'on risque de perdre plus, quoi. C'est tout. On en revient de nouveau à terme, etc. Bien sûr. On est d'accord. Mais donc, je voudrais qu'on en revienne à cet élément dangereux qui me fait un peu flipper, moi. Donc, je continue. Donc, en 2008, on passe le pic de production du pétrole. Le pétrole se met à décliner. Il va décliner jusqu'au moment de l'essor du shale oil aux États-Unis. Il va commencer vers 2014. Donc, tu vois, c'est 6 ans dans lesquels ça baisse. Et au moment où le shale oil arrive dans la danse, l'approvisionnement pétrolier européen se remet à monter. Enfin, la consommation de pétrole en Europe se remet à monter, alors que tu pourrais dire, on a engagé les politiques climatiques, c'est pour ça que ça s'est mis à baisser. Alors pourquoi est-ce qu'à ce moment, est-ce que ça remonterait en 2014? Ouais. Il n'y a aucune raison. Donc ça, et l'inversion de la courbe du chômage, là, dont notre président sortant, François Hollande, a été si fier, sur la fin de son mandat, en fait, elle apporte un nom, ça s'appelle le shale oil. Le shale oil qui lui a permis, voilà, il n'y a absolument pour rien. Il y a eu du bol. D'accord. Voilà. Donc ça a permis de relancer un peu le truc, ouais. 2008, le pétrole se met à baisser. 2005, le gaz se met à baisser. Et dans les années 1950, le charbon s'était déjà mis à baisser. Donc tu fais le total des trois, l'approvisionnement européen baisse de façon subie. À cause du fait que l'économie n'est rien d'autre qu'un système physique ayant besoin d'énergie, ça fait baisser l'économie européenne réelle. Celle qui fait des mètres carrés, des tables, des chaises, des trucs qui se mesurent en tonnes, en litres, voilà, etc. Les gens le ressentent, indépendamment de ce qu'ils gagnent, gagnent pas, etc. Mais ils le ressentent principalement parce que les prix augmentent. Ça, c'est des trucs court terme, quoi. Alors, ou parce qu'ils n'ont plus accès, même sans affaire de prix. Par exemple, tu peux très bien avoir des restrictions d'accès sans que ce soit un problème de prix. L'économie va pas bien. Du coup, l'éducation nationale n'a pas assez de budget. Du coup, il n'y a pas assez d'écoles qui se construisent. Et du coup, ton gamin peut pas aller à l'école. Ça, c'est pas une affaire de prix. Ouais.
Enfin, ça passe par un mécanisme économique, mais toi, la façon dont tu le ressens, c'est qu'il n'y a pas de place à l'école. C'est pas un problème de prix. Donc en fait, tu peux être privé de service parce qu'à la base, l'économie ne produit plus assez, mais ça passe pas par les prix. Ça peut passer par les services publics, qui sont pas là, pas assez de place à l'hôpital, pas assez de place à l'école, pas assez de Est-ce que place ça en passe crèche. par le fait que, du coup, tu as plus de chances de pas forcément être guéri ou soigné d'un truc parce qu'il y a des hôpitaux, il y a des lits au moins Oui. que les hôpitaux, il y a des hôpitaux moins accessibles, tout ça. Et Oui, donc bien sûr. là, tu le sens passer, quoi. Oui. Bon. Mais c'est une mauvaise Et donc, gestion des ressources qui nous restent, ça. C'est juste ça. En fait, on gère mal le truc. Alors, On gère mal la part du bas du on pourrait mieux le gérer. Ouais, On pourrait mettre moins de ressources dans l'intelligence artificielle et plus dans les hôpitaux. je suis, ouais, parce que l'intelligence artificielle, tout ce qu'elle fait, c'est accentuer, accélérer la cadence de travail et les capacités de production. Je Hein. veux le dire de manière un peu taquine. Moi, je le vois surtout comme c'est des gadgets pour gens qui n'ont pas de problème. Oui, et qui en ont encore moins. Parce que honnêtement, ça enlève une charge de travail immense. Hein. L'intelligence artificielle, c'est effrayant. Ça dépend à qui. À l'agriculteur, je suis pas sûr que ça lui enlève de la charge. Non, de non, travail. bien sûr, c'est que les secteurs tertiaires. Regarde, je suis en com. Je suis en com. À la personne qui fabrique la bouteille, je suis pas sûr que ça lui enlève beaucoup de charge de travail. Monter notre vidéo, Jean-Marc, ça me prendrait quoi 2 jours pour être peaufiner le truc. T'as des trucs d'IA, tu glisses ton fichier et tu l'as monté. Hein. Oui, ok. Mais Donc ça m'amènera à faire plus D'accord. d'interviews, plus de trucs, plus de production. YouTube Ok. va être très content. ok, mais est-ce que le monde va fondamentalement changer parce que tu vas gagner 2 jours à monter une vidéo de ma pomme? Pas sûr. Non, mais c'est tout le monde qui le fait en même temps. Oui, mais est-ce que ça vaut le coup de faire plein de trous dans la terre partout et de faire plein pas du d'électricité juste pour arriver à ce résultat? Pas du tout. Moi, mais ça m'intéresse pas de produire plus. Ouais. J'évite de tomber dans les pièges. Hein, tu sais, quand je vois des trucs qui me font que ah tiens, je dois. Oui, non, mais tu comprends, voilà, donc, globalement, Mais mieux allouer les ressources que plutôt que là-dedans. Ok, ouais. globalement, la gestion optimale des ressources, je ne suis pas complètement sûr que ça soit de se lancer dans une débauche numérique. Mais donc, pour en revenir à la déshérence des gens, donc, comme on leur donne pas en plus l'explication, parce que l'explication que je suis en train de te donner, le monde économique ne la donne pas. Les écoles ne la donnent pas. Parce que les modèles qu'ils manipulent, n'incluant pas les ressources physiques et l'énergie, ne sont pas capables de produire ce genre d'explication. Mhm. Le monde politique ne la donne pas parce que quand il parle d'économie, il écoute les économistes. Le monde physique ne la donne pas parce que le monde physique ne s'intéresse pas à l'économie. Je veux dire, un physicien, un chimiste, il ne parle pas de PIB. Oui, mais c'est pas forcément ceux qui ont une caisse de résonance immense non plus. quoi. C'est pas son regard. Et par ailleurs, c'est pas ceux qui ont le plus de caisse absolument. Donc en gros, personne ne donne d'explication. Et les gens se retrouvent face à une classe politique installée qui leur dit « Tout va bien, braves gens, votez pour moi et ça ira mieux. » Et comme disait ma fille quand elle avait 2 ans, aînée, les gens se rendent compte que ça ne mieux pas. Ça ne veut pas. Ça Ils s'en rendent compte année après année que ça ne va pas. Et donc à ce moment, Tu cherches des réponses. ils font un mélange de ben tiens, je vais en essayer un pour que j'ai pas encore voté et sortez les sortants. Il y a un mélange de tout ça. Voilà. Et tu vois donc ceux dont le terreau électoral sortait les sortants prospérer. C'est ce qu'on appelle les partis populistes. Parce que leur langage, c'est sortez les sortants. Alors après, Mélanie est arrivée au pouvoir en Italie. Qu'est-ce qu'elle a fait de très différent de ses prédécesseurs? Pas grand-chose. Rien. Elle a accueilli autant de migrants, elle s'est bien fait engueuler par des gens de son parti et par en Voilà. disant mais qu'est-ce que tu fais? Mais parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils le faisaient pas, il y mais- avait une surprise mais pas- économique. Mais parce que, en fait, le système a une inertie, il court sur son air, tu vois, comme un bateau, comme un énorme paquebot, voilà. Et donc, même si tu as un discours, et si Marine Le Pen était élue présidente de la République française, elle ne ferait pas des choses très différentes de ce que font ses prédécesseurs. Ouais, bon. Ça peut faire peur, hein. Non mais, À moi. voilà. Après, indépendamment de ce qu'on peut penser de la personne, si c'est pas le sujet. Bien sûr. Parce qu'elle est prise dans un système qui a sa propre inertie et qu'on peut pas changer comme ça. Et paradoxalement, les conservateurs anglais qui sont sortis qui ont provoqué le Brexit, Nigel Farage, ouais. ils sont plus radicaux que ne l'est le RN en France. C'est vrai? Bah oui, le RN ne propose pas de sortir de l'Europe. Ouais. Bah, c'était une Quand idée. tu regardes le RN, en fait, les propositions du RN, elles sont gentilles par rapport aux propositions des républicains américains. Hein. Ah bon? Bah oui, dans les républicains américains, c'est pas d'avortement. Sur l'immigration, ils sont quand même assez hard.
Là-dedans, c'est des gens qui sont aussi globalement assez racistes. Parce que la résonance qu'il y en a de ça m'amène moi, par exemple, sur les réseaux sociaux, à être attaqué juste pour ma couleur de peau. Toi, t'as conscience de ça. C'est très bizarre de être juste sur les réseaux et de même parler d'écologie, parler de certaines choses, des sujets, et de te faire alpaguer, te faire attaquer, te faire choper par des bandes de trolls sur les réseaux qui t'inventent des relations avec des trucs au Moyen-Orient, au Proche-Orient, des trucs que t'as rien demandé. Il y a quand même un truc qui me fait un peu flipper, moi, tu vois, hein, l'attitude de certaines personnes. Tu sais, moi, je reçois des messages clairs de gens, quand tu creuses un peu, tu vois un peu les trucs politiques où ils sont affiliés. C'est, oui, le jour où tout pète, tu vas faire partie de ceux qui vont y passer. De par ma couleur de peau. Ça m'inquiète pour moi et mes enfants, hein. Moi, j'ai reçu 1 ou 2 fois, mais ça n'a pas été, c'est pas allé au-delà. Des messages d'insultes. Ouais, bah toi, tu dois recevoir, oui. Non, pas trop souvent. Ah bon? Des gens qui se sont fait vraiment sauvagement agresser. Parce que moi, je ne gère pas mon compte Twitter, enfin ici. Ouais, C'est juste une reprise de la page Facebook. C'est ça. Je gère pas l'Instagram non plus. Et comme Facebook est en perte de vitesse, Ouais. je pense que le compte Twitter est en perte de vitesse aussi. Bon, les algorithmes, faut se méfier, hein, mais... Et de toute façon, moi, je vois pas les réponses à ce qui est posté par le compte qui porte mon nom, parce que je regarde pas du tout. J'ai jamais été sur Twitter, moi, en fait. Tant mieux. Je trouvais que c'était... Non, c'est effroyable depuis que Musk a repris, c'est effroyable. Mais bref. Et j'ai compris que depuis que Musk avait repris, c'était effroyable, enfin, notamment pour les gens qui s'occupent de vulgariser les sujets climatiques. Et je crois qu'il y en a qui ont, été très affectés Ouais. par justement des messages de haine, etc. Moi, le seul réseau social sur lequel je m'agite un peu, c'est LinkedIn. Et comme LinkedIn, les gens sont obligés de déclarer un profil, du coup, ça les calme. C'est-à-dire des gens qui sont vraiment très insultants, il n'y en a pas tellement. Il y a des gens qui sont agaçants. Oui, je vois bien, ouais. Mais ils sont juste agaçants. Ils sont pas, si t'es agacé, bah, tu leur réponds pas, et puis voilà, ça passe. Mais des gens qui t'insultent vraiment. Non, LinkedIn, c'est pas un réseau qui se prête à ça. Pas du tout. Là, il y en a pas. Mais quelle solution tu trouves? Enfin, il y en a un peu, mais bon, il y en a vraiment pas. Pour revenir un petit peu à tout ce terreau fertile de haine, de fractures. Et en 2011, pour finir juste sur le truc, 2011, 2014, je sais plus, j'avais écrit un article dans Les Échos que j'avais intitulé « Marine Le Pen, enfant du carbone », où j'avais expliqué que de ne pas s'occuper du problème des combustibles fossiles ferait rajouter le populisme. Pour les raisons que je viens de t'évoquer. Malheureusement, pour le moment, ça marche assez bien. Parce que il y a eu le cas avec Bolsonaro. Plein de gens l'ont adoré, plein de gens l'ont détesté. Les peuples autochtones d'Amazonie avec qui je discute, c'était très grave ce qui s'est passé chez eux. Hein. Voilà pour te parler. Bolsonaro est arrivé au pouvoir. Après, alors j'ai pas suivi l'économie brésilienne de près. Je sais pas ce que ça donne l'économie brésilienne. Par contre, ce que je sais, c'est que Bolsonaro est arrivé au pouvoir après des années de sécheresse qui ont notamment fait reculer la production électrique brésilienne. Parce qu'il y a beaucoup de barrages. Mais il faudrait que j'aille regarder si ça a provoqué des problèmes économiques, etc. Bien sûr. Bah, en tout cas, pour t'expliquer que fait ce genre de politique sur le terrain... Ça fait partie des trucs que j'ai regardé s'il y avait le temps, ouais. Si t'avais le temps, c'est ça. Parce que je sais que t'es quand même super occupé. Je suis comme tout le monde, avec 24 heures par jour. Moi, il y a un truc que j'ai envie de vite fait de creuser avec toi quand même, et qui m'intéresse particulièrement. On n'a jamais parlé nucléaire, toi et moi. Je suis juste en train d'imaginer le nucléaire, ok, cool. Ouais, donc enfin, je vais quand même finir. Vas-y, finis, excuse-moi. Il est évident qu'une des craintes que j'ai, et donc une des causes, une des motivations profondes de ce que je peux faire dans le cadre de mon métier, donc là je vais commencer par la crainte, c'est la dégradation du climat social, liée à l'incompréhension de la cause profonde de ce qui est en train de nous arriver. Et je pense que c'est la porte ouverte à des malentendus qui peuvent nous emmener très loin dans la dégradation d'un monde raisonnablement calme et sympathique que celui dans lequel on vit. Voilà. Parce que la volatilité des systèmes humains, quand il y a des grandes incompréhensions et elle peut être forte.
Tu sais, Donc ça, c'est un domaine dans lequel chacun est renvoyé à ses intuitions et à ses convictions. Bien sûr, oui. Parce que on peut pas faire une analyse, on peut pas mettre les systèmes politiques dans un modèle climatique et regarder comment est-ce qu'ils évoluent en fonction du stress. Et on peut pas non plus mettre les systèmes politiques dans un modèle énergétique et regarder comment ils évoluent en fonction du stress énergétique. Donc ça ne marche pas. Mais à titre personnel, c'est quand même un truc qui me tarabuste. Il commence à y avoir des trucs un peu qui arrivent sur les Netflix et sur le cinéma maintenant. Tu sais, la pop culture aime bien toujours s'imprégner des craintes et des discussions. Je veux dire, il y a eu une période où les James Bond, c'était autour d'explosions nucléaires. Puis il y a eu un moment, c'est le hacking, tu vois, l'intelligence artificielle. Il y a de plus en plus d'œuvres. Comme les Obama, ils ont produit un film qui s'appelle, je crois, The World After Us ou un truc dans le genre, où tu vois à quoi ressemble un monde du point de vue de groupes isolés, dans un monde où, entre guillemets, il y a plein de désinformations et où il y a une guerre civile qui démarre. Et là maintenant, donc c'est intéressant que les Obama aient produit ce type de film. Hein. C'est le truc, on a l'impression de voir un film d'horreur au début, et tout doucement mais sûrement, tu comprends en fait que le système de communication passe plus. Tu comprends qu'il y a de la désinfo, on fait croire que ouais, c'est les Coréens qui attaquent, ouais, mais en fait non, finalement c'est ça. Et tu vois des gens qui sont complètement paumés, qui comprennent pas ce qui se passe, parce qu'ils sont dans un patelin reculé. Mais voilà, Internet va plus, téléphone va plus, télévision va plus. Et tu te dis, il y a une attaque extraterrestre, et ben non, pas du tout. C'est ce que on sait pas pendant tout le film. Pas du tout, non. C'est une guerre civile qui démarre. Je trouvais ça super intéressant. Et là maintenant aux États-Unis, au cinéma, là ils vont sortir un film qui s'appelle Civil War et qui montre les États-Unis qui se disloquent littéralement pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, et dans lequel des pays décident de faire défection, qui décident de militariser leur zone, et on se retrouve dans un nouveau type de guerre civile avec de nouveau des schémas de pensée, etc., etc. Le film n'est pas encore sorti au moment où on fait cette vidéo, et je trouve intéressant que tout d'un coup la pop culture commence à s'approprier cette peur de les Trump avec les Poutine et machin, en fait, qui est vraiment non pas des guerres mondiales, mais des guerres intra-pays. Hein? Tu vois, qu'on se tape dessus littéralement, en fait. Moi, ça m'a toujours fait beaucoup plus peur que les guerres entre pays. Depuis longtemps. On a une idée de la guerre qui est, c'est entre pays, etc. Mais en fait, quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, il y a eu quand même beaucoup de guerres civiles. Oui. Même l'Ukraine. Oui. Avant que les Russes s'en mêlent, il y a eu une guerre civile. Les Ukrainiens de l'Ouest qui sont tombés sur les Ukrainiens de l'Est. Donc, il y a eu des guerres dans les Balkans, des guerres civiles. En Afrique, une guerre civile. Il n'y a que ça, toujours en ce moment. Est du Congo, voilà. Mais, ouais. L'Afghanistan, quelque part, c'est une guerre civile. Enfin, donc, moi, je pense que il faut beaucoup plus se méfier des guerres civiles. La Syrie aussi, en fait. Il y a plusieurs factions. La Syrie aussi. Bien. Donc, c'est évident que la déliquescence interne d'États, en particulier quand ces États ont fait tenir ensemble, à la faveur d'une prospérité permise par l'énergie, des gens qui sont pas de même culture, pas de même religion, pas de même, etc. Le truc, l'attelage tient à peu près tant que le pays est en croissance, que tout va bien, etc. Et puis quand il commence à y avoir des problèmes de ressources, un peu aigus, là, ça exacerbe des crises. Deux possibilités. On se les partage, on se les dispute. Ou on fait les deux. J'en sais rien. Moi, il y a un truc qui me fait un peu flipper, c'est que j'ai l'impression... tu sais, je prends toujours l'exemple de la fourmilière. Pas longtemps, je donnais une conférence dans une école et quelqu'un est venu avec des insectes parce que lui, de son côté, il voulait parler de l'alimentation avec les insectes et tout. Et alors, il faut une fourmilière. Et moi, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il met un petit peu de miel, tu vois, qui coule tout doucement. Et ils vont chercher des petites bulles de miel, ils vont nourrir la reine, tout ça. Et je me demande qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le miel commence à s'amenuire, et que tu as deux colonies. Et c'est méga intéressant, parce qu'il y a des colonies qui fonctionnent entre elles et elles s'entraident. Et alors, je sais pas du tout si c'est quelque chose qui est à l'exemple de tous les fourmis, mais en tout cas, chez lui, il m'a montré ces deux types de fourmis, deux races différentes, deux reines d'un côté de l'autre, ils se partagent l'action tant qu'elles sont abondantes. Et puis, à un moment donné, on arrive où il y en a plus, et elles se font la guerre. Alors, je dis pas qu'on est des fourmis, nous, les êtres humains, quand on nous regarde depuis le hublot, on a un peu l'impression. Est-ce que c'est ça le devenir? Je dis pas que t'as pas de boule de cristal, mais est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est ça que nos vieux cerveaux nous amènent à faire? Moins de ressources, on se tape dessus? T'as risque, évident. Comment faire pour qu'on se les partage? Est-ce que expliquer est suffisant? Raconter tout ce qu'on est en train de faire? Se les partager, c'est possible au sein de groupes
où il y a déjà une solidarité préexistante, où il y a déjà des liens forts préexistants. Par exemple, au sein d'une même famille, la tendance quand même, quand il y a moins, je dis bien la tendance globale, c'est quand même le partage. Oui. C'est rare qu'il y ait un membre de la famille qui dit bah, c'est tout pour moi, puis les autres, vos gueules. Non. Par contre, donc quand tu as déjà des corps constitués, des groupes constitués qui préexistent, tu augmentes la probabilité du partage. Et quand les gens se connaissent pas, sont pas de la même... Quand ils sont dans le système néolibéral qui les pas même, individualise à outrance. non, mais pas même culture, pas même religion, pas même machin, etc. Pas même organisme d'appartenance, pas même entreprise, éventuellement, etc. À ce moment, c'est plutôt la compétition. C'est là, on est à fond dans la compète. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans un monde où tout le monde a été surindividualisé? Surtout les Américains, on est bien d'accord, et toute une génération de gens. Mais pas que. En Occident, on s'est beaucoup individualisé d'une façon générale. Oui, complètement, bien sûr. Notre ego a pris beaucoup de place. Mais c'est pour ça que je demande beaucoup, et je suis toujours en contact autant avec les jeunes des quartiers, parce que, tu sais, le rap d'une époque est un rap sociétal, politique, très à gauche. Aujourd'hui, le rap, c'est devenu néolibéralisme. À outrance, je pars à tel monde, dans tel endroit, je suis tout le temps en Air France. En tout cas, le rap qui est beaucoup diffusé, c'est les biens matériels et c'est exister à travers le bien matériel. Et c'est ouf, parce que quand je vois mes petits frères, façon de parler, ou quand je suis dans les écoles, dans les maisons de jeunes et tout, et que je discute de ça, tu vois vraiment qu'il y a un individualisme à outrance, qu'il n'y a plus, qu'il y a vraiment aussi une perte de cette forme de cohésion, tu vois, où, et quand je viens avec ce discours-là, c'est complètement à l'opposé. Et c'est pour ça que je me pose la question, avec une génération aujourd'hui, et c'est pas le cas de tout le monde, il y a simplement des jeunes qui nous regardent, c'est pas dans ce cas de figure, mais avec des jeunes qui naissent avec tout qui est personnalisé pour eux. Et je vais pas parler de ceux qui sont éveillés au domaine climatique, qui ont leur burger comme ils veulent, qui font leur truc comme ils veulent, que c'est eux, et surtout que les marques, et les H&M, et les Primark, et tout, les Nike, on bien fait en sorte de les individualiser pour qu'ils aient vraiment leur souhait à eux, et au point que quand quelqu'un apporte les mêmes baskets que toi, ça se regarde mal dans l'école en mode et tout. Mais qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu n'accèdes plus, que tu as toujours eu cette habitude? Il y a des Il y a un vrai risque de... Alors, sur les baskets, je pense que le risque n'est pas méchant. Non, bien sûr, bien sûr. Mais quand ça va commencer à toucher à des trucs plus vitaux, il y a un risque. Bien sûr. L'éducation, expliquer, éduquer, ça peut marcher. Ça peut fonctionner. À partir du moment où tout le monde comprend les tenants et aboutissants de tout ça, tout le monde comprend comment fonctionne notre cerveau. Tu sais, avec cet effet de dopamine qui nous emprisonne et tout ça. C'est possible de maîtriser ça, de la gérer, de le contrôler. C'est pour ça que la culture existe. Alors, c'est pour ça que le sens existe, oui. On pourrait essayer de contrôler ce genre de trucs. Mais, il y a des moments où ça échappe. Et là, je te dis, le risque, c'est que... Enfin, en tout cas, moi, ce qui me fait peur, c'est que de temps en temps, il y a des moments où ça nous échappe. Il y a un indicateur qui ne trompe pas, c'est le taux de criminalité. Le taux de criminalité, il a tendance à monter quand l'économie va pas bien. Ouais. Bah, voilà. Ouais. Je vous invite voir les chiffres. Ce qui est toujours bien inférieur comparé à une centaine d'années. On est d'accord. En fait, quand tu regardes sur tendance longue, oui. Et à l'échelle de siècles, ouais. Il n'a pas cessé de baisser. Mais quand tu regardes les possessions matérielles à l'échelle des siècles, ça n'a pas cessé de baisser, ça n'a pas cessé d'augmenter non plus. Ça, ouais. Bon. Donc là, on n'est pas en train de parler de phénomènes qui vont se déclencher de façon massive à l'échelle de la semaine. On est en train de parler d'une évolution lente. Par rapport à des problèmes rapides. Hein. Oui, mais on est quand même en train de parler d'une évolution lente, comment dire, quelques années à l'échelle des trucs qu'on vient d'évoquer, ça reste pas beaucoup. D'accord. Donc, une des difficultés dans les sujets dont je m'occupe, c'est de faire la différence entre les fluctuations de court terme et les phénomènes structurants. C'est pour ça que moi j'arrive toujours après la bataille, c'est-à-dire j'arrive une fois que tout un tas de gens ont donné plein d'explications en disant c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, parce que dans l'instant il faut en trouver une, et en fait au moment où après 5, 10, 15 ans après tu comprends qu'en fait il y a un truc structurant qui était à l'œuvre, à ce moment t'es devenu inaudible parce que de toute façon il y a quelque chose d'autre qui s'est ancré profondément dans la tête des gens. Par exemple que la crise des subprimes était une crise purement financière, c'est dans la tête de tout le monde, alors qu'en fait moi je pense que c'était d'abord une crise énergétique. On me rappelle la première vidéo ça.
C'est le premier sujet. Mais alors, toi, parce que justement, c'est ça intéressant à comprendre. Tu as creusé ces questions-là avant, ceux qui ont, voilà, tu le précises bien dans ton livre, et tu as vu les phénomènes arriver. Moi, j'ai vu tes vidéos sur France 2 quand tu as intervenu en 2002-2003. Tu avais déjà mesuré pas mal de choses, le bilan carbone, tu avais déjà créé, enfin, tu avais déjà co-développé, j'imagine, à ce moment-là. Donc, tu l'as créé, tu l'as co-développé. Je sais même plus. Le bilan carbone, je l'ai créé. Voilà, tu l'as créé. Tu as évolué avec la tête dans le guidon. Est-ce que tout ce que tu avais vu comme données, on va dire, rétrospectives, sont juste confirmées par la suite? Pic pétrolier, tout ça. Alors, Parce qu'il y a encore des gens qui disent non, on va faire le pic pétrolier. Enfin, moi, je vois parfois tout est son contraire. Hein, donc, il y a plein de gens qui ne croient pas. ah, mais là, il y a la croyance et puis il y a les données. Maintenant, Il y a plein de gens qui te disent mais non. Mais en plus, il y a d'autant plus plein de gens qui te disent mais non, que dans les statistiques sur le pétrole, on mélange plein de trucs. Dans les statistiques sur le pétrole, pour les gens qui s'intéressent à la production, on mélange actuellement le pétrole, ce qu'on appelle les liquides de gaz, ouais. et les condensats. On met tout ça dans un même paquet. Alors le pétrole brut et les condensats, en fait le pétrole, c'est des molécules carbonées, c'est essentiellement du carbone et de l'hydrogène, les molécules du pétrole. Et les molécules sont caractérisées par le nombre d'atomes de carbone. Plus il y a un grand nombre d'atomes de carbone, plus la molécule est dite lourde, plus son point d'inflammation est élevé, plus sa densité énergétique est élevée. J'ai dit n'importe quoi. Non, pas nécessairement plus. Pas nécessairement plus on va faire n'importe quoi, mais plus sa densité énergétique est élevée. Mais par contre, quand il y a très peu d'atomes de carbone à température et pression ambiante, c'est gazeux. Quand il y en a plus, c'est liquide. Et quand il y en a vraiment beaucoup, c'est solide. D'accord. D'accord. C'est comme ça que ça marche. Alors dans un gisement de gaz, par exemple, c'est essentiellement un hydrocarbure avec juste un atome de carbone, méthane, CH4. Et puis, dans certains gisements de gaz, tu as des molécules qui viennent juste derrière. De l'éthane, du propane, du butane. Et donc c'est mélangé dans le gisement, et quand on remonte ce gaz à la surface, on va séparer le méthane, qui est le gaz, ce qu'on appelle le gaz de ville, donc celui qui rentre dans les chaudières, les cuisinières, etc. On va séparer ce méthane des autres gaz, parce que le gaz, il doit avoir une formulation qui est toujours la même pour que ta cuisinière marche bien, que ta chaudière marche bien. Et donc on va retirer ce qui n'est pas du méthane. Et les trois gaz qui viennent juste derrière, avec 2 atomes de carbone, l'éthane, avec 3 atomes de propane et avec 4 le butane, on va les enlever et ça s'appelle des liquides de gaz. Ces liquides de gaz, aujourd'hui, représentent à peu près 15 millions de barils jour. 15 millions, ouais. Alors que le pétrole brut lui-même, c'est 80. Donc ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, c'est que l'essor du gaz a créé de plus en plus une production de liquide de gaz de plus en plus importante. Et ce qu'on appelle l'augmentation de la production de pétrole, en fait, sur les 15 ou 20 dernières années, c'est essentiellement de la production de liquide de gaz. L'augmentation de la production de liquide de gaz. C'est pas du pétrole brut lui-même. Le pétrole brut lui-même, il est passé par alors si, ça a augmenté sur les 10 dernières années, sur les 15 dernières années, mais depuis novembre 2018, ça baisse. C'est récent, ça. Oui. Non, c'est pas récent, c'est les statistiques. 2018, c'est récent, hein. Excuse-moi, à l'échelle de maintenant, tu vois, tu me parles de 2007, 2008 à la rigueur, je vais dire à 2018. Alors, 2018, c'est en rajoutant le shale oil. Oui, voilà, oui. 2008, c'est conventionnel. En rajoutant le shale oil, c'est 2018. Mais, déjà, le shale oil, les Américains, en fait, l'appellent du light tight oil. Ouais. Parce que c'est du pétrole qui est plus léger, il y a moins de molécules longues. D'accord. Avec beaucoup d'atomes de carbone. Et du reste, c'est du pétrole que les Américains ont du mal à faire manger à leur raffinerie à eux. Ah oui. Oui. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils l'exportent. Ils nous le donnent à nous. Ouais, ils le donnent à eux. D'accord. C'est pas eux qui ont pété Nord Stream? Non. C'est pas eux qui ont pété Nord Stream? Alors, les Américains, c'est probablement, mais enfin, si. Pas bref. C'est une des théories qui circule. Ouais. Mais pour des raisons qui sont liées au lien entre l'Allemagne et la Russie. C'est pas pour nous vendre leur pétrole, ça, ils s'en foutent. Mais, du coup. Bon. Voilà. Donc le pétrole, en fait, aujourd'hui, il est en baisse subie en Europe depuis 2008. Et dans le monde, le pétrole, pas les liquides de gaz, il est passé par un maximum en novembre 2018, l'année 2018, c'est le maximum. Pas 2019, c'est-à-dire pas l'année d'avant du Covid. Et actuellement, on est sur un plateau oscillant
qui est 3 ou 4 millions de barils jour en dessous du maximum de novembre 2018. Voilà. Et d'ici... On ressort du jour donc confondu sans rien baril. Alors, c'est en rajoutant les liquides de gaz, en rajoutant les agrocarburants, on est effectivement à 100 millions de barils jour. Mais ça, c'est... Mais c'est en rajoutant... Non, ça augmente. Mais parce que les agrocarburants voilà, augmentent bien sûr. et parce que les liquides de gaz augmentent. C'est pas parce que le pétrole lui-même augmente. D'accord. Il y a plein de gens que je vois parfois, tu sais, commenter des trucs du style ouais, mais ça va, on va y arriver, il est possible. Enfin, je pense qu'on va pas refaire tout le discours sur tes mètres cubes de vent que tu mets dans une éolienne, dont tu construis la tour d'éolienne, etc., etc. Moi, il y a toujours un machin parce que j'écoute beaucoup un petit peu tous les avis, tous les arguments qui vont dans tous les sens. C'est important. J'essaye de peaufiner, de comprendre et pas me dire ah ouais, c'est bon, je vais m'arrêter à ça. J'essaie de lire beaucoup d'études. Et je vais pas te cacher qu'il y a des moments où je suis perdu, Jean-Marc. Il y a des moments où je ne parviens pas à comprendre si, effectivement, on va pouvoir tout faire sur de l'ENR, sur du nucléaire, sur de l'éolien, ce que tu veux, et qu'on va tout transformer, et qu'on va réussir, en fait, à conserver notre système, qu'il fonctionne, et qu'il ne va pas y avoir trop de dommages, que c'est faisable. Il y a parfois des études qui le démontrent, peut-être que je les lis mal. Peut-être que je les lis mal. J'ai pas la formation, tu vois. Je peux passer des heures. Tandis que de l'autre côté, je peux discuter avec toi, avec Vincent 1000 euros, avec d'autres personnes qui disent « Frère, c'est mort. Ça dépend, on appelle c'est mort. » C'est mort, ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu peux pas conserver le même type d'économie comme maintenant, même chose que maintenant, avec du tout ENR et de la sobriété, tout ce que tu veux. Moi, je fais partie de ces gens-là. C'est une croyance ou c'est du travail de fond? Ouais, avec les deux. C'est un mélange des deux. C'est-à-dire, c'est beaucoup de travail de fond. C'est comme un dossier judiciaire, c'est un faisceau d'indices concordants. Tu vois, à un moment, il y a des choses pour lesquelles tu peux faire des démonstrations un peu carrées. Ouais. Par exemple, le fait que le pétrole, qui met 50 à 300 millions d'années à se former, à un moment, son approvisionnement est forcé de décliner sous seule contrainte géologique. Sûr, ouais. Ça, c'est une démonstration carrée. C'est des maths faciles à faire. Que tu puisses pas, au niveau actuel de consommation de produits dérivés issus du pétrole, parce qu'il y a 30% du pétrole qui, aujourd'hui, n'est pas brûlé. C'est une partie du vêtement que tu portes. On le conserve autrement. C'est Tout ça. place fibres synthétiques, détergents, bitume, huile. Des lubrifiants, il y en a absolument partout. Je veux dire, le train qui m'a amené ici, sans lubrifiant, il fonctionne pas. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Non, mais il y en a partout, absolument partout. En fait, il faut savoir, ça c'est un truc que j'ai découvert en lisant le bouquin de Mathieu Ozano, La Hors Noire, qu'au début, Je pensais. au début de l'histoire, J'ai reçu un cartage comme ça, ça me saoulait de le lire. Mais vas-y, au début, il est génial ce bouquin. Ah, mais je vais lire en vacances, t'inquiète. Il est au début de l'histoire du pétrole. En fait, quand on raffinait du pétrole, donc quand on le distillait, À l'Antiquité? non, au Récemment? moment où Rockefeller a fait son... Ah oui, d'accord. Donc, le raffinage du pétrole, c'est une distillation. C'est une? Distillation. C'est-à-dire qu'en fait, on chauffe le pétrole. Ouais. Dans un... Ouais, c'est ça. Évidemment, dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène pour pas que ça brûle. Et le pétrole se fractionne. Et les raffineries, c'est des grandes colonnes de distillation avec des embranchements à des hauteurs diverses. Et en fonction de la lourdeur du produit, il sort par un des embranchements. Et en masse, c'est à peu près 30% du pétrole qui ne donne pas des carburants. Les 15% les plus lourds donnent des huiles, des bitumes, un truc qu'on appelle le coque de pétrole, qui est le résidu solide qu'on a tout à fait à la fin, et qui peut servir soit pour faire fonctionner la raffinerie elle-même, parce que ça brûle, soit, tiens-toi bien, pour faire des anodes pour l'électrolyse de l'alumine. Donc la fabrication de l'aluminium utilise du coque de pétrole. Donc l'aluminium est à la base, mais l'aluminium, tu l'as dans tellement de choses. Ok, d'accord. Donc en fait, C'est tout se tient. En fait, tout se tient. Oui, mais voilà, mais ça nous ramène du coup sur cette grande question. Est-ce qu'on peut fonctionner, toi, ton champ d'enquête, démontre que de plus en plus les pistes... Tout est intriqué, tout est interconnecté, c'est ça le problème. Bon. Mon pétrole, il y en a 30% qui n'est pas brûlé, donc les 15% les plus lourds, je reprends, les 15% les plus lourds, des huiles, de la paraffine, des cires, du bitume, voilà, des choses comme ça. Il y en a
beaucoup d'endroits. Et les 15% les plus légers, alors ça peut être 15 et 15, 20 et 10, ça va. C'est ce qu'on appelle du naphta, c'est-à-dire des molécules très légères, proches du gaz, qu'on utilise comme matière première pour la pétrochimie. Et la pétrochimie, aujourd'hui, c'est tout. C'est-à-dire que la caméra qui nous filme, là, sans chimie organique, sans pétrochimie, elle n'existe pas. Toutes les fibres synthétiques que les gens portent, donc tout ce qui n'est pas coton, laine, lin, c'est de la pétrochimie. Dans les chaussures, tous les gens qui portent des baskets, c'est de la pétrochimie. On parlait du ski tout à l'heure, les skis, c'est de la pétrochimie. Le vernis de cette boîte, c'est de la pétrochimie. Les peintures, les colles, les machins, partout. Et c'est pas justement ce qu'on comme que je cherche autre chose. Donc, Autre chose, ça sera aussi. alors, le problème, c'est qu'entre les produits, aujourd'hui, on sort 4 milliards de tonnes de pétrole par an des entrailles de la Terre. Ouais. Où est-ce qu'on va trouver 1 milliard de tonnes d'une matière première aussi extraordinaire que le pétrole pour faire toute la pétrochimie, tous les plastiques, etc. Alors, en théorie, tu pourrais faire avec de la biomasse. Mais là, ça va faire beaucoup de biomasse. Alors, ça va surtout faire des procédés à l'amont très compliqués parce que la biomasse, t'as plein de trucs dont t'as pas envie que dans le pétrole, tu n'as plus. L'idée, c'est que tu peux toujours le faire, sauf qu'au lieu d'en avoir plein des boîtes comme ça. Sauf que le pétrole, la nature a fait pour toi une fonction de préparation de la matière première qui est absolument extraordinaire. Ça a pris 300 millions d'années, mais quand même, c'est absolument extraordinaire. Si tu dois refaire ça en temps réel, j'ai envie de dire, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va demander plus d'énergie, etc. Donc tu as cette fonction-là du pétrole déjà qui n'est pas un sujet d'énergie renouvelable, il y a un sujet de matière première. Sur l'énergie, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est un peu trompeur, c'est qu'on a coutume de mesurer l'efficacité des énergies renouvelables alors même que le pétrole, le gaz et le charbon ont été utilisés pour fabriquer les dispositifs de collecte. Les éoliennes, les panneaux solaires, même les barrages, etc. Question, dans un monde dans lequel tu n'as plus de gaz, de pétrole et de charbon, comment tu fais les barrages? Alors, comment tu fais les éoliennes? Comment tu fais les panneaux solaires? Comment tu les transportes surtout? Parce que tu vois, des porte-conteneurs et des minéraliers, dans un monde sans pétrole, tu vas pas les faire avancer à la voile. Hein. En tout cas, plus lentement. Alors, tu peux tout faire, mais beaucoup plus lentement et en beaucoup moins grande quantité. Mais du coup, ça veut dire beaucoup moins de revenus par personne, puisque l'énergie, c'est l'économie et donc c'est les revenus. Pardon? Beaucoup moins de retraite et tout ça aussi. Exactement, oui, c'est probablement un monde. Enfin voilà. Donc tu vois, alors modéliser tout ça, c'est extrêmement compliqué. Par contre, dire qualitativement, on voit mal comment dans ce monde-là, on continuerait à avoir exactement la même chose qu'aujourd'hui et au même prix. Je pense que c'est une conclusion quand même qui est une conclusion, j'ai envie de dire, raisonnable. C'est-à-dire, tu te dis, sauf à ce que j'ai vraiment très envie du contraire et à ce moment, ma passion m'aveugle. Si tu regardes les trucs un peu à froid, tu te dis, paraît quand même pas très probable qu'on arrive à maintenir tout ça. Donc le transformer, le réduire. Et quoi, il peut pas y avoir tout d'un coup, on se réveille tous, les gars, bon allez, on va rentrer dans une économie de guerre climatique et on va faire en sorte qu'une éolienne et des photovoltaïques produisent dans toute la chaîne, depuis l'extraction à la transformation, à l'assemblage, tout ce que tu veux, des éoliennes et des photovoltaïques. Si, mais il y aura des rendements qui sont beaucoup plus mauvais. À hauteur de combien? Alors, je n'ai pas fait les calculs parce que il faudrait un modèle dédié pour le faire. Si on enlève tous les trucs gabegie superflu qui nous met dans l'obésité, les trucs. Il y a une publication d'ingénieurs que j'ai vu passer il y a pas longtemps, mais à mon avis, ils sont encore conservateurs, disant que si la civilisation devait passer à un système totalement solaire et éolien, le temps de la transition au moins, la moitié de l'énergie produite par le système servirait juste à construire et augmenter le système énergétique. Ça, à quoi ça peut te penser? Je me rappelle quand vous avez fait le truc sur le stockage du carbone et tout ça, il y avait un gars qui était là, pour avoir un peu qui c'est, qui a travaillé, je crois, chez Total, et qui disait que l'énergie nécessaire pour réussir des objectifs, je crois, pour absorber 25% sur des objectifs de carbone dans l'air, c'est exactement la quantité de tout appareil fossile, pétrole et gaz. Alors oui, alors ça c'est autre chose. Ça, il parlait c'est un truc à rien à voir.
Il parlait des ça procédés, n'a rien à voir, des c'est procédés de capture directe du CO2 dans l'air. Voilà, mais c'est pour les hauteurs de trucs où je me Oui. suis dit, mais c'est... Mais ça, c'est pareil, c'est un truc qui marchera jamais. Le dioxyde de carbone qui est dans l'air, le CO2 qui est dans l'air, c'est une molécule qui est chimiquement inerte et qui est diluée à 0,04% dans un milieu qui est très peu dense. Donc en fait, aller récupérer ce truc-là, c'est une quantité d'énergie juste monstrueuse. Ça vaut la peine de le faire un petit peu, peut-être, un petit peu. Même pas, parce que en fait, Comment t'as fait pour rester discuté avec ces gens-là? Comment t'as fait pour rester aussi sobre? parce que ce jour-là, le but du jeu, c'était pas de les contredire. C'est J'ai l'impression que la salle attendait que ça, hein, mais... Non, pas tous, non, c'est vrai. Non, il y a quelqu'un à côté de moi, à ma gauche, qui croyait dur comme fer en disant si, on va réussir à tout absorber. Jusqu'à cette dernière phrase qui arrive à la fin, et je l'ai regardé, j'ai fait un petit clin d'œil, et il est resté un petit peu figé, comme ça. Je vais vite faire un embranchement sur les deux. Je comprends très bien cette position par rapport à la civilisation thermo-industrielle. On va passer à autre chose, de toute façon. Le nucléaire, moi, j'ai toujours pas d'avis, hein. J'ai tout creusé dans tous les sens, j'ai lu les rapports. Il y a des choses qui sont claires. C'est effectivement l'énergie qui a le moins tué, comparé à des gens qui tombent des éoliennes, comparé à tellement de choses. Juste comparé au pétrole. J'invite les gens à regarder The Will Be Blood, je sais pas si t'as vu ce film. Non. Incroyable, qui raconte un entrepreneur qui part à l'ouest des États-Unis. On est vers 1900 et qui cherche des puits et en fait tous ses collègues ils meurent quoi. Explosion, ils se sourds parce que tous des trucs assez réels. Et là tu te dis ok c'est clair. Maintenant je suis juste en train d'imaginer, on a une centrale nucléaire, on a Tihange et tout. Il y a eu des événements avec le débordement de la Meuse en Belgique. Qui a été catastrophique. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu as des événements climatiques intenses et que il y a pas de tsunami, mais ça ravage la centrale, ça. Enfin, moi, c'est le genre de truc qui me fait un peu. Alors, Ça craint, quoi, tu ça vois. dépend ce qu'on appelle ravager la centrale. Attends, parce qu'il y a ma chérie qui m'appelle et c'est peut-être super important parce que ça dépend ce qu'on appelle ravager la centrale. Restons là, je la rappelle parce que si je la rappelle pas, il va se fâcher. Donc, C'est pire que le tsunami. ça va être un vrai tsunami là. Hein. Attends. Oh non, oui, elle a dû appeler quelqu'un d'autre derrière. Ok, bon, excuse-moi. Donc Ça dépend ce qu'on appelle ravager la centrale. Je te dis, événement climatique intense, tu ne peux pas rejoindre ta centrale pendant plusieurs jours parce que à la fois, tu as des routes qui ont craqué, tu as toute une partie du bitume qui a été emportée, tu es obligé de la rejoindre en hélico. Sauf que pendant que ça s'est passé à cette centrale-là, ça s'est passé à l'autre centrale et ça s'est passé à l'autre centrale. Et tes trois centrales, à cause d'un événement exceptionnel qui se passe jamais tous les 200 ans et là qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait? Oui, non, mais alors malheureusement, quand on est dans le monde de l'ingénieur, on peut pas dire il y a un événement qui s'est jamais passé, il faut qu'on précise quoi. Ce serait bien d'y penser. D'accord, mais C'est la même chose à Fukushima. Pardon. alors, Ouais, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. alors, en l'occurrence, ils y pensent, Ouais. mais il faut dire quoi, si tu veux. Parce que tu peux pas dire il va y avoir une catastrophe, ça suffit pas. Quand tu es dans le monde de la technique, la catastrophe, tu dois la décrire de façon précise. Est-ce que la catastrophe, c'est le niveau de la Meuse qui monte de 3 mètres? Est-ce que c'est la catastrophe, c'est il n'y a plus d'eau dans la Meuse? Est-ce que la catastrophe, c'est tous les employés, ils ont tous la chiasse au même moment et ils peuvent pas venir travailler? Enfin, c'est quoi la catastrophe? Et alors, en fait, dans le monde industriel, pas que nucléaire, hein, depuis très longtemps, les gens ont pris l'habitude de faire de la gestion des risques. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils aient pensé à tout. C'est justement ça le sujet. Mais ça veut dire qu'ils ont déjà pensé à un certain nombre de trucs qui pourraient se passer, et en se disant si ça se passe, comment est-ce qu'on s'ajuste, comment est-ce qu'on s'y adapte. Alors en ce qui concerne le nucléaire, il y a plein d'événements pour lesquels c'est déjà dans le dessin de la centrale. Tu vois, par exemple en France, les centrales elles sont dimensionnées pour que s'il y a un avion qui s'écrase sur la centrale, ça résiste. Bon, ça résiste. Oui. Alors donc voilà une catastrophe pour laquelle la centrale est dimensionnée. Elle est prévue pour résister à ça. Elle n'est pas prévue évidemment pour résister à toutes les catastrophes. S'il y a un météorite qui s'écrase sur la centrale, un gros, elle n'est pas prévue pour résister à ça. Mais enfin, s'il y a un gros météorite qui s'écrase sur la centrale, c'est le météorite qui fera des morts. C'est pas le fait que la centrale soit disloquée. Hein. Donc, voilà, donc on peut pas dire dans l'absolu. Enfin, on peut pas dire. On peut le dire, mais je veux dire, on n'en tire aucune conséquence pratique. Aucune conclusion pratique, il y a une catastrophe. Une catastrophe, ça, t'es obligé de lui donner une description précise pour qu'on puisse te répondre en disant bah ça c'est prévu, ça c'est pas prévu, ça c'est pas prévu, mais la probabilité que ça arrive est faible.
Voilà, tu vois, si la catastrophe, c'est il y a les Martiens qui débarquent avec des lasers qui passent à travers le béton de la centrale, ça, effectivement, c'est pas prévu pour ça. Et inondation, ça a été Mais la probabilité pour qu'il y ait des Martiens qui débarquent, à part Musk revenant de Mars après être allé, est assez faible. Voilà. Alors l'inondation, c'est bien évidemment prévu. Ça fait partie des trucs qui sont prévus. Ce qui se passe à ce moment dans une centrale, c'est quand la centrale n'a plus la capacité de fonctionner, elle se met à l'arrêt. Et c'est facile à arrêter, ça. Alors, tu fais tomber les barres de contrôle. Ouais, déjà, ouais. Et en quelques jours, 24 heures, la puissance thermique dégagée dans ta centrale est divisée par 100. Même pas en quelques jours, en quelques heures. Voilà, divisée par 100. Et ça, c'est déjà beaucoup plus facile à maîtriser. Par 100 puis par 1000. C'est déjà beaucoup plus facile à maîtriser parce que tu as besoin de beaucoup moins de refroidissement pour que ton installation soit sous contrôle. Mais donc, est-ce que tu es d'accord de ce raisonnement que comme le nucléaire était une énergie qui ne fait peur à beaucoup de personnes, Oui. suite forcément à Oppenheimer et tout ce qui a découlé, et quand on a dit les gars on va faire des centrales nucléaires, que tout le monde a flippé, donc peut-être éventuellement, je sais pas, je me mets à la place de gens de cette époque, de se dire bon, l'opinion publique a peur, nos gouvernements peut-être qu'ils ont peur, peut-être que c'est une énergie nucléaire ou attention bombe atomique, on va faire preuve de beaucoup plus de vigilance que tout ce qui a été fait pour d'autres choses. Alors, non, on est objectivement obligé d'être vigilant parce que la réaction elle-même est une réaction qui libère énormément d'énergie. Dans la fission d'un gramme d'uranium, tu as autant d'énergie que dans la combustion d'une tonne de pétrole. Ah, grave, une tonne. Oui, d'accord. Ce qui veut dire que là où tu utilises de l'énergie nucléaire, tu as énormément de puissance dégagée dans des petites unités de volume. Ça a beaucoup d'énergie dans un tout petit truc. Un réacteur nucléaire qui te fait 1 gigawatt électrique, ça tient en pratique dans un truc qui fait 10 mètres de haut et 5 mètres de diamètre. En gros, quoi. Et en fait, dans un truc qui fait 10 mètres de haut et 5 mètres de diamètre, tu as même 3 fois ça parce que tu as le rendement de conversion de vapeur en électricité, de chaleur en électricité derrière. Donc ça dégage des quantités d'énergie phénoménales par unité de volume. D'accord ? Donc du coup, là où tu l'exploites, c'est normal que tu mettes des trucs qui sont dimensionnés avec beaucoup de une capacité à résister à une dissipation d'énergie très importante. Et ça a prévu un monde à 4 degrés éventuellement? Alors, donc ça veut dire que là où tu exploites l'énergie nucléaire, c'est normal qu'on ait des dispositifs qui soient extrêmement costauds, entre guillemets. Donc c'est normal que les centrales soient dimensionnées pour gérer une énergie qui est très costaud, j'ai envie de dire, très puissante à l'intérieur. Donc du coup, effectivement, c'est des engins où tu prends beaucoup de précautions. Ouais, ok. C'est normal, ça c'est normal. Ouais. C'est tout à fait normal. Est-ce que ça veut dire que, compte tenu du fait que tu as pris, mais c'est comme un avion, tu vois, un avion, faire voler un plus lourd que l'air, c'est pareil, l'avion peut pas s'arrêter au milieu de l'air, il est obligé d'avoir choix de la vitesse, etc. Enfin bon, t'as plein de trucs, et donc, un hélicoptère, les pales peuvent pas s'arrêter de tourner, quoi. Ouais, c'est Sinon, l'hélicoptère a des emmerdements. Donc, tu mets plein de trucs de redondance, etc. Le pilote fait gaffe à plein de trucs en permanence, et en pratique, du coup, les accidents sont pas fréquents. Le nucléaire, c'est le même principe. C'est-à-dire, tu fais tellement gaffe à tout qu'en pratique, les accidents sont quand même pas fréquents. Et par ailleurs, tu peux très bien dimensionner ta centrale pour que même s'il y a un accident, il se passe pas grand-chose à l'extérieur de la centrale. Et sur les 2 accidents graves sur 3, enfin, il y a eu 3 accidents graves de centrales nucléaires dans le monde depuis qu'il y a des centrales nucléaires. Et il y en a 2 qui ont eu des conséquences extrêmement mesurées à l'extérieur de la centrale, qui sont Three Mile Island et Fukushima. Three Mile Island, il s'est essentiellement rien passé à l'extérieur de la centrale. Donc le cœur a fondu à l'intérieur. Donc voilà, la centrale a un cœur fondu à l'intérieur. Fukushima, il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu des rejets de radioactivité. Non, je savais pas que... Raconter. Donc il y a eu une évacuation préventive qui, à mon avis, a duré beaucoup trop longtemps parce que les gens ont paniqué. Ils auraient pu revenir beaucoup plus tôt après l'évacuation. Ah ouais. Ça risquait rien. Tu sais, tu risques beaucoup moins en habitant à côté de Fukushima qu'en fumant des cigarettes. Hein. Et le tabac est en vente libre. Ça, c'est toujours le truc, on est très incohérent. On me refuse de maladie cardiovasculaire, mais on parle plus d'homicide dans la rue. Je te suis totalement, mais petit rebondissement là-dessus. J'étais à Fukushima 2 ans après la catastrophe, parce que j'ai mixé dans ma vie, tu sais, j'étais DJ, donc j'étais invité à Fukushima après Tokyo, j'avais été un capot de DJ, et tous les jeunes avaient quitté la ville, donc il y a eu un effet de peur, et tous les vieux se sont dit,
Bon, bah, tranquille, on est là. Et ils ont mis des bornes de radioactivité, de mesure en compteur Gégère sur une borne d'abribus, machin. Je crois que c'était un plan pour rassurer les gens, ou je sais pas très bien. Et moi, je vois le compteur et je dis, ça représente quoi? Je sais qu'il y a une map online, tu sais, une app. Et je voyais qu'il y avait plus de radioactivité dans mon quartier que là où j'étais à Fukushima. Et à ce moment-là, j'avais pas compris le truc, tu vois. Et donc, j'ai commencé à m'y Dans intéresser. ton quartier, c'est-à-dire? Mon quartier à Bruxelles, en direct. Il y avait plus de radioactivité. Tu sais, il y a la map qui montre, et là où j'étais à Fukushima, il y en avait beaucoup moins. Donc, la centrale, la ville de Fukushima, elle est pas proche de la centrale, elle est à 30 km. Je dis quand même 30 km, il doit y avoir un truc. Oui, puis l'essentiel des rejets, ils sont retombés sur erreur de ma part au nord-est. Ok. Un endroit où il n'y a pas de ville. Bah voilà. Voilà. Mais par contre, Et même ça, c'était pas dangereux. mais ça fait peur aux jeunes. Et tous les jeunes ont quitté et j'étais dans une ville où il n'y avait plus que des personnes âgées. C'est très bizarre. D'ailleurs, je t'ai invité pour mixer. Et dans la boîte, il n'y avait personne. Et c'est là qu'on m'a expliqué, ouais, mais tous les jeunes ont fui, ils sont partis, ils ont flippé, ils sont pas revenus. Et les vieux sont dit, bon, j'ai toujours eu ma vie ici. Qu'est-ce que je vais partir? Je trouvais intéressant de voir, tu sais, la peur que ça a généré. Mais en fait, la peur du nucléaire, Logique, hein, moi, il y a un truc qui pète à tirer, je crois. c'est la peur de l'inconnu. Oui. Et cette peur de l'inconnu a été très très largement entretenue par les médias. Tchernobyl. Par un mélange Pas les d'amour du sensationnalisme, d'ignorance, comprennent pas, etc. Enfin voilà, c'est un mélange de tout ça. Ouais. Enfin, je veux dire, les médias, encore une fois, sur les 20 dernières années en France, je ne sais pas, entre le tabac et le nucléaire, de quoi ils ont le plus parlé, à tel point que quand tu demandes aux gens, parce qu'en France, on a un baromètre de la perception des risques qui est fait chaque année par un institut qui s'appelle l'Institut de radioprotection et IRSN, ça veut dire quoi? Et de sûreté nucléaire, radioprotection et de sûreté nucléaire, qui en ce moment va être fusionné avec l'autorité de sûreté nucléaire. Du reste, ça fait un grand sprunz dans le débat français. Et donc l'IRSN publiait chaque année un baromètre des risques. Et on demandait aux gens de quoi vous avez le plus peur. Donc, quelle est la plus grosse catastrophe, etc. Pendant très longtemps, l'accident de Fukushima a été considéré comme un truc plus catastrophique que le tsunami. L'accident de Fukushima a fait 0 mort à cause des rayonnements ionisants, le tsunami en a fait 20 000. Ouais, non, le tsunami, c'était très chaud. Hein. Et, tu vois. Et les dégâts du tsunami ont rien à voir avec les dégâts, voilà. Donc ça, c'est une. Le tsunami, j'ai Voilà. peut-être pas de mots sur des flancs de montagne. Oui, non, mais J'ai la photo sur mon Instagram et c'est flippant. Hein. c'est impressionnant. Bon, encore une fois, 20 000 morts. En termes de pollution, dans les trucs qui ont été des conséquences du tsunami et dont la presse française n'a quasiment pas parlé, c'est les inondations de raffineries. Les raffineries, c'est quand même plein de saloperies. Des produits toxiques, en veux-tu, en voilà. Elles sont souvent en bord de mer parce qu'elles sont en général dans les interlandes de port. Tu décharges le pétrole dans le port et tu le raffines sur place. Après, ça, on n'a absolument pas parlé. Ça fait de la pollution de manière très significative. Donc, il y a quand même eu, dans certains pays, alors je ne sais pas si c'est vrai partout, mais en tout cas, c'était le cas en France. Maintenant, c'est un peu passé de mode. Mais une phobie antinucléaire entretenue par les médias, par une partie des médias, pour être plus précis, dont je ne connais toujours pas le véritable déterminant. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est du sensationnalisme mal placé, Peur culturelle. une absence de réflexion, Parce que de la paresse, et tout ça, de la paresse intellectuelle, parce que dans les médias, t'en as souvent. Voilà, je sais pas quelle est la cause profonde, mais en tout cas, ou un mélange de tout ça. Toujours est-il qu'il y a quand même eu un grossissement, compte tenu de ces dangers objectifs, des inconvénients du nucléaire, qui n'étaient pas à la hauteur de ces inconvénients réels, comparés encore une fois aux gens qui se cassent la gueule d'un escalier. Tu sais, les escaliers, c'est beaucoup plus dangereux que le nucléaire. Hein. Ça fait 10 000 morts par an en France. Hein. L'accident domestique, c'est grave. Voilà, donc il faut interdire les escaliers avant d'interdire les centrales nucléaires. Bon. Ce que j'ai toujours dit sur le nucléaire, c'est une conclusion qui relève d'un arbitrage des risques. C'est-à-dire que le risque d'avoir du nucléaire est inférieur au risque de ne pas en avoir. C'est comme ça que je vois les choses. Okay. La vie est pleine de risques. Sûr. Tu peux sortir d'ici, te faire tuer, glisser sur une peau de banane, te fracasser, voilà. Donc, la vie est pleine de risques. Donc un monde sans risque, ça n'existe pas. Et
la bonne manière de gérer l'avenir, c'est pas de rêver d'un monde merveilleux dans lequel il y a zéro risque. C'est de se placer dans une situation dans laquelle tu as arbitré tes risques et tu les as minimisés. Et donc la question, c'est dans le contexte dans lequel nous sommes, est-ce que tu cours globalement moins de risques, je dis bien globalement moins de risques en ayant du nucléaire qu'en n'en ayant pas? C'est juste ça ma question. Voilà. Parce que si tu n'as pas de nucléaire, qu'est-ce que tu as? Tu as le risque d'avoir... Alors, pour un pays qui en avait et qui l'abandonne, bah, tu cours le risque de ne pas le remplacer à la bonne vitesse par autre chose. Ouais. Et à ce moment, tu as moins d'énergie, donc tu as des problèmes sociaux. Parce que t'as ton... C'est que de ce qui avait été avant. Voilà. Ouais. Pour un pays qui n'en a pas, ça veut dire qu'en gros, il va utiliser des combustibles fossiles essentiellement, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas faire un système purement éolien ou solaire. Le seul système purement énergie qu'on sache faire, c'est avec des barrages. La Norvège, le Brésil, l'Équateur, ok, ça marche. Mais si tu es dans le plat pays qui est le tien, bah ça marche pas, parce qu'il n'y a pas de quoi faire des barrages. Et donc, à ce moment, personne dans un plat pays ne sait faire un système 100% éolien et solaire pour le moment. Depuis Voilà. tout ce que nous avons dans notre sol, en Europe, pas. Non, on ne sait pas faire fonctionner le réseau électrique de cette manière. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est juste ça. Alors, il y a des petits endroits où on arrive à s'en approcher un peu, mais voilà, pour le moment, on ne sait pas faire ça à large échelle. Je ne sais pas si on le saura un jour, du reste. On verra. J'espère que... Je sais pas si on le saura, on y arrivera un jour. Ce qui veut dire que, alors, avec le nucléaire, ce qui est compliqué, c'est de faire l'objet. Ce qui est simple, c'est de faire fonctionner le réseau. Avec l'éolien et le solaire, c'est l'exact inverse. Ce qui est simple, c'est de faire l'objet. Ce qui est compliqué, c'est de faire fonctionner le réseau. Donc, l'idée de se dire, dans un pays qui n'a pas de nucléaire aujourd'hui, je vais totalement décarboner mon électricité en 30 ans sans nucléaire. Alors, au début, ça marche très bien. Les premiers 10, 20, 30, 40, 50%, ça fonctionne très bien. Mais après, c'est la fin qui est plus difficile. Là, tu vois, par exemple, en Allemagne, où ils sont de mémoire... Ils doivent être à... Alors, ça change tous les ans, mais ils doivent être à 35 ou 40% d'éolien et de solaire confondus. Je ne vais pas redire une connerie. C'est un plus 50, ouais, je monte à... Non, c'est toutes les renouvelables. Mais là-dedans, il y a le biogaz et il y a un peu d'hydroélectricité. D'accord. En Allemagne, il y a quand même un peu d'hydroélectricité et ils ont du biogaz surtout qui doit faire 8 à 10%. Ok. Donc ça veut dire que solaire et éolien à eux deux, voilà. Mais quand tu regardes les échanges aux frontières de l'Allemagne, il y a des échanges tous les jours. Avant que l'Allemagne ne développe l'éolien et le solaire, elle avait en gros un équilibre interne de son système. Maintenant, elle est incapable de l'avoir. C'est-à-dire que si elle n'a pas d'échange aux frontières avec d'autres pays qui prêtent de l'électricité quand elle en a pas, ou etc., le système allemand, il marche pas bien. Et ils doivent être à 40%, sauf erreur de ma part, entre 35 et 40% d'intermittents. Est-ce qu'ils arriveront à 70%? Est-ce qu'ils arriveront à 100%? Bah, pour le moment, on n'a pas la réponse. On ne sait pas. Et s'ils n'y arrivent pas, à ce moment, ils auront pris un pari qui est, au début, ça va très vite. Donc, tu te dis, en fait, on est con de faire du nucléaire, on est obligé d'attendre longtemps la première centrale, ça met du temps, etc. Alors que tu n'attends pas longtemps la première éolienne, le premier panneau solaire. Donc, au début, ça va plus vite. Mais sauf qu'à la fin, ça peut ne jamais arriver. Ouais. Alors qu'avec le nucléaire, au début, tu attends plus longtemps, mais tu es sûr d'arriver à la fin si tu en as vraiment envie, parce que tu sais que le système, physiquement, il fonctionne. Donc, cet arbitrage-là, ce pari-là, on va devoir le faire qu'une fois. Tu vois, on va pas faire 3 fois essai-erreur. Parce que le temps de construire un système électrique, c'est 30, 40, 50 ans. Si ça marche pas, bah, tu ne dis pas, je fais croix, et puis je recommence de zéro, et puis je fais autre chose. Donc, le fait de bien sous-peser l'arbitrage des risques, il est très important, parce qu'on va jouer qu'une seule fois. Et en fait, déjà aujourd'hui, on commence à jouer trop tard, d'une certaine manière. Hein. C'est ce qu'on disait au début de cette discussion. On commence déjà à jouer trop tard. Donc, le nucléaire, il faut le replacer dans ce cadre-là. C'est-à-dire que dans un monde merveilleux, dans lequel on aurait plein d'autres solutions, pas chères, pas polluantes, pas etc., faire du nucléaire, ok, on s'emmerde, c'est compliqué, faut des gens qui aient un bon bagage technique, autant pas s'emmerder et faire autre chose. Mais dans le monde réel dans lequel nous vivons, l'abandonner, c'est éventuellement courir des risques, ou l'abandonner ou ne pas l'utiliser, c'est éventuellement courir des risques qui sont plus importants encore. Voilà. Et c'est comme ça que moi je vois la chose, et c'est comme ça que j'ai toujours vu. Merci.
Ça me permet d'y voir un petit peu plus clair, moi, mais déjà personnellement. On arrive à la conclusion de cette converse, parce que quand même demain, c'est le matin ta conférence? Ouais. Je vais pas tarder à te laisser. Jean-Marc, quand même, bon, les sports, il y en a, ça se réveille et tout ça. Je vais toi te poser cette question, je sais que t'aimes pas parler de toi, et je sais que le mec il va me répondre en disant que je répondrai pas. La politique? Toi? La politique, Toi, la c'est-à-dire. politique? Présidentielle, t'as pas envie de te mettre en politique? Ah, non. Tu y as jamais pensé? Ouais. Tu le feras On pas? m'a déjà posé la question. J'imagine, c'est des commentaires qui arrivent partout, tout le temps, sous des vidéos. Oh, quand est-ce qu'il se lance en politique? Non, c'est un genre de beauté qui me convient pas. Je pense que je serais pas bon. Et puis enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles je pense que c'est pas intéressant. C'est vrai? Oui. D'accord, ça pourrait faire. T'as jamais évalué le truc, l'influence que t'as jamais mesuré ton influence? Je sais pas comment ça se mesure. T'as jamais pris une agence de com, une boîte, tiens, faire un sondage, vérifier? Pourquoi faire? Ça peut être intéressant de voir un peu quel type de capacité de mise en action t'es capable d'enclencher, tu vois. Il y a toi, il y a Claire Nouvian, il y a Aurélien Barraud, à l'échelle française. Oui, mais ça, je sais pas comment ça se mesure, un truc comme ça. Donc, Toi, un matheux comme toi, t'as jamais pensé non, et puis enfin, Roger, pourquoi faire? À quoi ça me servirait? à faire avancer la cause? Bah, Les non, causes. non. Ça me servirait si j'avais l'intention d'avoir un destin personnel, mais c'est pas mon but. Donc, Bon, c'est quoi ton but là pour l'instant? Dernière ligne droite. c'est de faire des choses qui me plaisent, essayer d'être utile. Voilà. C'est ça mon but. Est-ce que tu trouves que t'es utile pour le moment? Il faut me le dire. Ouais, si, ça va, je trouve que ça le fait. C'est pas à moi de le dire. Ça le fait. Merci à toi. Comme d'hab, tu sais bien. Bon, on va publier cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, vous savez très bien comment ça se passe. Les planètes verts, on est là, limite des ressources. Et à très bientôt sur Limite. Ciao tout le monde.